Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce temps de tchatch autour de la Cour des miracles de Karine May Hakim Zouani et accompagné de Mourad Boudaoud, l'un des comédiens, et Raphaël Mouterne qui faisait partie du son, l'équipe son. Voilà, donc on se retrouve pour échanger sur ce film qu'on a découvert hier en avant-première, qui sortira fin septembre, le 28 septembre. Moi, j'avais envie de vous interroger sur votre parcours, parce que finalement, je crois que c'est quand même assez important pour comprendre aussi finalement d'où vous parlez, d'où vous filmez, pour nous raconter cette histoire de la Cour des miracles. Vous êtes des autodidactes du cinéma et on s'est connus, nous, avec votre premier long métrage, donc un film au-delà d'une heure. Ça s'appelait Rue des Cités, c'était en 2011. Peut-être que c'est l'occasion de nous dire voilà, comment vous êtes venu au cinéma, euh, par ailleurs enfant d'Aubervilliers. Oui, enfant d'Aubervilliers, le fait d'y avoir été enfant, je pense que ça compte beaucoup. Alors, on a des parcours différents. Moi, j'ai commencé par être journaliste radio. Je faisais les reportages et j'aimais beaucoup ça. Je pense que c'est là que j'ai un peu appris à écrire, à être assez succincte, à vraiment choisir les mots. J'ai l'impression que ça a été une école, ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et après, on se connaissait déjà avec Hakim et lui, il racontera, mais plus dans le son. Et on allait beaucoup au cinéma. Ça commençait à bien nous happer. Et après, je travaillais donc à Radio France. Et à un moment, je me suis mise à interviewer. Bon, c'est bête, mais c'est des détails. Et j'interviewais pas mal d'artistes, en fait. Des chanteurs, des auteurs, des écrivains. Et en fait, je me disais, waouh, ils sont payés pour ça. En fait, c'est vraiment un métier. Et ça me fascinait. En fait, j'avais envie d'être à leur place. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que. Enfin, le cinéma, c'est quand même un sport de riche. Pendant des années, on peut ne pas faire de film. Faut quand même vivre. Et donc, là, c'est là que ma vocation est née pour l'éducation nationale. Je me suis dit, il faut que je trouve un boulot qui puisse me permettre. Donc, c'était pas une vocation. Mais bon, après, j'avais pas mal travaillé avec les enfants. Et donc, j'ai passé le concours pour pouvoir travailler, faire du cinéma pendant les vacances. Ça a été ça mon parcours. Bah, non, moi, c'était effectivement. Moi, j'aime mon grand frère, enfin, il collectionne énormément de vinyles. Et donc, moi, je me suis mis un peu au son. Donc, voilà, je faisais un peu de soirées, hein, des petites soirées en tant que DJ. Et donc, étant cinéphile, en réalité, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le son au cinéma. Et du coup, ensuite, j'ai commencé à faire une école qui s'appelle l'ISTS, mais c'était un peu les prémices de cette formation. Et en réalité, on faisait beaucoup plus d'images, hein, que de sons. Et en fait, je me dis, bah, en fait, l'image englobe aussi le son d'une certaine manière. Donc, je me dis, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé ensuite à faire des stages sur des téléfilms en tant qu'assistant opérateur. Et par la suite, j'ai aussi tout un parcours d'animateur socioculturel à Aubervilliers. Et donc, voilà, j'ai fait 3 ans d'intermittence où voilà, j'étais assistant opérateur, j'ai fait perchman, j'ai fait régisseur, j'ai un peu cumulé toutes les casquettes de technicien sur un plateau. Et ensuite, je suis revenu à mes premiers amours. Du coup, j'ai créé un atelier vidéo à Aubervilliers au sein du service jeunesse. Et c'est à partir de moment-là où j'ai commencé à accompagner plusieurs jeunes. Alors, c'était aussi la démocratisation des outils avec les appareils photo, les nouvelles caméras. On pouvait faire vraiment du montage vidéo avec un simple ordinateur. Et c'était, je crois, en 2005, quand j'ai commencé à monter cet atelier. En fait, l'idée, c'était vraiment d'accompagner des jeunes entre 13 et 25 ans du développement de leur idée jusqu'à la projection de leur film. Et donc, voilà, donc ça, c'était en 2005. Et puis après, voilà, il y a eu l'envie de se faire ce premier long métrage, Rue des Cités, avec tous les jeunes les plus motivés, moi, que je côtoyais au quotidien dans cette structure jeunesse. Et l'idée de Rue des Cités, c'est aussi né. Ce qu'on a fait, c'était un peu en réaction à un reportage bidonné qui était passé sur France 2. Donc voilà, ils avaient soudoyé des jeunes de quartier, donc ils avaient monté tout un truc où ils mettaient en scène le vol d'un scooter. Voilà, ça avait fait le JT de 13 heures, le JT de 20 heures. Et moi, je connaissais les jeunes en question, hein, d'ailleurs, donc, qui ont eu beaucoup de problèmes par la suite. Mais du coup, c'était aussi de dire, non,
un moment donné, si nous, on raconte pas nos quartiers, si on laisse tous les autres le faire à notre place, on aura toujours cette image biaisée des gens qui y vivent. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir au film Rue des Cités. Avec Mourad Boudaoud d'ailleurs, déjà. Et Mourad, effectivement, tu jouais dans ce film. Toi, t'en étais où de ta carrière de comédien? C'était vraiment le début, on va dire, hein. Moi, quand j'ai rencontré Hakim et Karine, c'est grâce à un pote qui est dans la salle aussi, que je tiens à remercier. Il s'appelle Cardin Grid. Je sais pas s'il est là, s'il est encore. Voilà. Bon, pour raconter un peu l'histoire, moi je viens d'un quartier limitrophe à leur ville. Je suis originaire de Pantin, mais je suis né à Aubervilliers quand même. C'est ce qui me lie à eux. Voilà. À l'époque, ben, c'était l'inverse. C'était Kerdin Grid qui venait aux Courtilières dans la cité où j'habitais. Parce qu'il y avait une association qui s'appelait les Engraineurs et qui faisait des ateliers d'écriture, de courts-métrages, tout ça. Et moi, je suis vraiment venu petit à petit à travers l'association. Je voulais pas du tout en faire un métier. Pour moi, c'était un rêve, comédien. Je savais pas qu'on pouvait en vivre de ça. Et c'est au fil du temps, à force de faire des projets avec eux. Il y avait une autre association qui s'appelait le JTEC aussi, qui est la partie théâtrale. Et c'est vraiment quand j'ai eu mon bac où je me suis posé vraiment les questions. Et du coup, après, j'ai fait un mini conservatoire à Bobigny. Et de là, avec l'autre association, on a fait un projet théâtral où on a fini à Bussan, dans les Vosges. Et c'était vraiment en parallèle. Cardine, il savait que je faisais des petits courts-métrages. Eux, ils étaient en plein casting de leur film Rue des Cités. Ils n'arrivaient pas à trouver les deux acteurs. Ils avaient essayé. essayé. Madani et Karim, petit clin d'œil, ils sont là. Et du coup, en fait, voilà, c'était la rencontre. Et moi, c'était vraiment ma première expérience, un premier rôle, long métrage au cinéma. Et c'est Rue des Cités, en plus, c'est un film particulier avec des inserts documentaires. Et le tournage a duré quand même sur quelques années, notamment par rapport à toutes les parties documentaires où ils ont une super histoire avec un mec où ils avaient du mal à le trouver. Et du coup, voilà, on a fait ce film-là et on est devenus des amis inséparables au fil du temps. Et moi, je continue ma petite carrière de comédien à côté. On a fait des petits ateliers d'écriture et voilà, je me retrouve sur leur deuxième long métrage, La Cour des Miracles, ici à Jindou. Alors, que ce soit Rue des Cités, tu l'as dit, Hakim, où finalement, dans votre propos, le propos de vos films, il y a cet enjeu de représentation absolument central des banlieues populaires, des quartiers populaires. Vous l'avez retravaillé peut-être de manière encore plus explicite sur le court-métrage suivant, Dans la virée à Paname, dont on peut dire peut-être un mot sur le scénario, mais enfin bon, un garçon qui suit. Enfin, peut-être que c'est toi qui l'as écrit, Karine, ce film. Alors, peut-être c'est toi qui peux le mieux le résumer, mais je trouve que c'est intéressant aussi en regard de. Mais je trouve que de toute façon, on tourne autour de ça tout le temps. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on tournera tout le temps autour de ça. La virée à Paname, donc c'est un jeune de 20 ans qui fait des ateliers théâtre dans une ville populaire et qui est proche de Paris. Et il doit se rendre à un atelier théâtre à Paris. Et il s'en fait tout un voyage, quoi. C'est pas facile d'y aller, c'est loin, etc. Et il est empêché par tout le monde, par sa famille, ses amis, enfin tout le monde. Il y a une grosse présence du quartier qui fait qu'il est hyper empêché. Et puis finalement, il va se censurer. Mais empêché dans le quotidien de leur vie. Dans le quotidien, parce qu'il doit rendre des services, c'est tout un truc. Et en tout cas, c'était vraiment raconter le périphérique, raconter comment l'espace à chaque fois peut nous enfermer ou pas, comment de l'autre côté, l'espace en face, il se passe vraiment autre chose. Enfin, j'ai l'impression que ça nous intéresse beaucoup. Et du coup, dans chaque film, on peut un peu retrouver ça quand même, j'ai l'impression. Mais là, sur La Cour des Miracles,
ça a été un des points de départ de l'écriture, qui est cette histoire quand même de carte scolaire. Donc, en région parisienne, il y a le Grand Paris qui se met en place. Donc là, c'est flagrant, mais je veux dire, je pense que partout en France, ces questions-là se posent. Et c'était un vrai point de départ pour Hakim et moi. C'est-à-dire que l'écologie, ça arrivait bien après, toute cette question d'environnement, sachant qu'on a commencé avant le Covid en plus. Donc, et c'était vraiment raconter comment... Enfin, nous, on trouve ça hyper violent, le fait de se dire qu'on met des gens en fonction de leur classe sociale dans certains endroits et que dans ces mêmes endroits, du coup, tout en découle, les écoles, etc. Et nous, on voulait raconter ça parce qu'Aubervilliers, en plus, c'est une ville... c'est l'éducation populaire. Nous, on est hyper contents d'avoir grandi à Aubervilliers. Il y avait plein de cultures. C'était pas rien. Avoir le théâtre de la commune, et voilà. Après, c'est une ville qui s'est paupérisée. D'autres se gentrifient. Donc, on est quand même dans des espaces passionnants. C'est violent, mais c'est passionnant à filmer en plus parce que c'est bourré de chantiers partout. Donc, c'est aussi des endroits qu'on capte et qu'on gardera comme ça. Le trou du début de film à Bobigny qui est béant, ils ont donc pété un centre commercial, un cinéma, etc. C'est que de l'immobilier, beaucoup. Et voilà, nous, ça nous intéresse parce que qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont là depuis 50 ans Alors peut-être qu'on va... Non, bien sûr, mais on va revenir sur tout ça. Mais tout ça étant le produit d'une histoire. Quand tu dis on met les gens, c'est le produit de cette histoire que tu nous exposes ici. Je termine par rapport au film précédent. Je pense qu'ensuite, il y a deux films de court-métrage qui étaient moins explicitement peut-être sur cette question-là, question de géographie, mais géographie urbaine, dont on pourrait le dire comme ça aussi. Et puis, il y a Master of the Class, qui met au centre déjà le sujet de l'école, très clairement. Ça, c'était en 2017. Donc, ça nourrit... j'imagine, le projet de film de la Cour des Miracles, mais avec un point de vue quand même assez différent, même très différent, puisque vous racontiez l'histoire sur une journée, je crois, d'un enseignant, d'ailleurs, qui était joué par Sébastien Chassagne, qui fait partie de la bande de profs de la Cour des Miracles. Voilà, alors il y a cette... finalement, Master of the Class, c'est aussi un institut qui habite Paris. Il vient de Normandie et il vient enseigner dans un quartier populaire. Et c'est quand même quelqu'un d'un autre espace géographique, avec d'autres codes, qui arrive là et qui n'est pas super content d'être là. Et donc, c'est quand même une confrontation aussi de deux univers qu'on raconte. Et ça, je pense que ça nous plaît. Non, mais c'était ça, et puis de passer d'un point de vue individuel finalement à ce point de vue collectif de la Cour, qui me semble être, j'imagine aussi être au cœur du projet d'écriture. Ce que tu dis dès le départ, c'est effectivement les problématiques que tu as rappelées, et ensuite, peut-être que c'est pas arrivé tout de suite de raconter le collectif. Si, mais aussi, moi, effectivement, j'ai un peu vécu l'éducation nationale par procuration par rapport à ce que Karine me racontait. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans l'écriture du scénario de la Cour des Miracles, c'est raconter qui sont les nouveaux professeurs des écoles. C'est vrai qu'on a cette image d'Épinal, de la maîtresse d'école, qui est triste à la fin de l'année, qui est pressée que ce soit la rentrée. Ça, je cite une chanson d'un ami qui s'appelle La maîtresse d'école, mais ce qui est complètement désuète aujourd'hui. C'est-à-dire que... et voilà, c'est raconter tous ces profils et tout, parce que... et puis après, comment dire, il y avait aussi, moi, cette envie de rassembler ces gens qui n'ont aucun moyen de se rencontrer dans la vraie vie. Et en fait, que le fait que le bateau coule de l'éducation nationale, et du coup, on rameute à plein de gens différents, et finalement, il y a des rencontres qui se créent malgré tout, quoi. Et c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'écriture. Alors, cette écriture, elle a duré 5 ans, plus que ça. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet aspect-là de création du film? Parce que nous, on a suivi ça. Tu veux qu'on passe aux questions qui fâchent, c'est ça? Bah oui. Non, mais bien sûr. Non, mais en réalité, c'était... c'est simple. Quand on a signé le contrat avec Houécourt, Karine était enceinte de Jana. Donc Jana, c'est notre aînée là-bas qui a 7 ans et demi maintenant.
Donc, mais en fait, on a fait 3 courts-métrages entre-temps. Et en réalité, on avait aussi, parce que on a parlé, enfin, le Horicourt ont signé le contrat de ce projet de film vraiment sur un pitch. Ça s'est fait vraiment oralement. Donc, du coup, on en a réuni énormément un tiers. Et en fait, en réalité, elle voulait nous diriger vers une piste qui finalement ne nous bottait pas plus que ça, parce que nous, on voulait vraiment raconter le collectif. Elle voulait que ce soit un personnage principal qui lie un peu tous les conflits et qui est aussi le moteur du récit. Et nous, ça nous passionnait pas tant que ça. Et donc, en fait, on a écrit quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même aussi de la matière intéressante à consigner, parce que ça reste quand même le même univers. Et donc, on a mis un projet de 2 ans d'écriture à la poubelle, et puis on a fait table rase pour repartir sur la Cour des miracles. C'est vrai que dans l'écriture, on s'est rendu compte qu'une histoire collective, c'est plus compliqué en fait. C'est-à-dire que nous, c'était le désir d'une histoire collective, d'un groupe, mais à l'écriture, c'est pas simple. Parce qu'il ne faut pas les perdre de vue, il faut que chacun ait son parcours individuel, en même temps que ce soit entremêlé. Donc on s'est beaucoup appuyé sur des binômes quand même. Le personnage de Saïd avec le personnage de Jean-Pierre. On sent que Zaya et Marion, au début, ça frite un peu, elles commencent à se rapprocher. Donc ça nous a aidé de nous appuyer sur des binômes. Mais c'est vrai qu'écrire un groupe en 1h30, c'est plus compliqué que ce qu'on avait pu faire. Et concrètement également, vous écrivez tous les deux. Comment ça se passe? Mais j'ai vu aussi qu'au générique, vous aviez eu des renforts à certains moments, j'imagine, dans l'écriture. Vous pouvez un petit peu nous expliquer ça? Alors du coup, le passage au long, déjà, c'est pas la même narration. On s'est bien rendu compte que il faut pas s'ennuyer, il faut pas qu'il y ait des ventres mous, il faut pas se répéter. Enfin voilà, c'est quand même un exercice. Même si on avait fait... Là, tu rappelles les consignes. Bah ouais, en fait, on avait fait Rue des Cités avec tellement de liberté et dans une narration tellement, on faisait ce qu'on voulait et on aime beaucoup ce film. Mais enfin, heureusement qu'on le produisait nous-mêmes. Je pense que ça aurait été compliqué d'être produit. Et donc là, on a été confrontés aux vraies contraintes de raconter une histoire en 1h30 qui tienne. Et du coup, les productrices, voilà, on dit bon, vous travaillez à 2, ça se fait de prendre un consultant. Nous, on voulait pas de co-auteur. Donc c'est une première consultante qui est arrivée qui s'appelle Catherine Paillet, qu'on connaissait déjà du court-métrage La virée à Paname, qui bref nous avait soutenus. Catherine Paillet, pour certains qui étaient là il y a 2 ans, quand on a fait notre soirée année du confinement, la fin 2020, elle était venue présenter à l'abordage. C'était la scénariste, donc peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Et c'est quoi finalement une consultation? Alors une consultation, c'est quelqu'un qui a la production de paix. Pour plusieurs ou pas consultations, c'est quelqu'un. Alors après, moi je pense qu'on n'en a pas éprouvé tant que ça. Je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Catherine, elle est hyper généreuse. En plus, sa mère était instite, donc elle a baigné dans ce milieu, donc c'était super. Et c'est quelqu'un qui vient, qui réfléchit avec nous, qui n'écrit pas avec nous, mais qui, en fonction de sa générosité, partage beaucoup de ce qu'elle a pu, elle, approcher de cet univers-là. Et Catherine, elle nous a beaucoup aidé au départ sur la construction du récit. Parce que nous, on avait plein d'idées, on partait dans beaucoup de sens, enfin, on se noyait un peu. Donc elle est intervenue beaucoup pour la structure et pour ranger un peu tout ça. Et après, on a vraiment avancé un peu tous les deux. Et ensuite, Romain Compin, lui, il est arrivé un peu en fin de course, quand même, pour vraiment affiner. Et c'est super parce que c'est un regard extérieur, c'est quelqu'un qui arrive, qui n'a pas suivi toutes les fausses routes, les voies sans issue qu'on a dû supporter. Et du coup, il arrive avec un regard neuf et il voit tout de suite ce qui a besoin d'être renforcé, ce qui est de trop. On a jeté pas mal de choses à la poubelle. Et c'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui voit beaucoup plus clair que nous. Et pendant ce travail d'écriture, en même temps, un travail d'enquête documentaire, parce qu'il y a ton expérience à toi, mais est-ce qu'il était nécessaire d'aller aussi rencontrer dans les écoles des instits, des inspecteurs d'académie par exemple, parce qu'on en a un dans le film qui est quand même haut en couleur aussi. Donc voilà, ou pas. Bah après, c'est plus moi qui... parce que Karine, effectivement, elle a encore des amis. D'ailleurs, il y en a un ancien collègue qui est dans la salle. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'avais vraiment besoin de cette immersion. Donc, du coup, effectivement, on a rencontré des inspecteurs d'académie. L'ancien inspecteur de Karine, qui est un peu différent que celui
qu'on caricature un peu dans le film, mais on en avait besoin. Mais non, il y a tout ce travail. Il y a aussi en réalité toute cette histoire d'école publique qui vient en compétition. Enfin, c'est notre école publique. En réalité, c'est inspiré d'une histoire vraie qui s'est passée à Bobigny. Et donc, il y a une directrice d'école qui s'appelle Véronique Decker, qui a fait des bouquins, c'est trop classe. Et donc, qui est vachement militante et tout, et aussi pour les droits des enfants roms. Parce qu'il faut savoir en France que comme les enfants roms n'ont pas de papier, eh ben, on ne les considère pas du tout, même si l'école est obligatoire pour les moins de 16 ans. Et en fait, quand tu es enfant rom, tu n'as pas de droit, quoi. Donc, elle milite vachement pour que ces enfants puissent quand même aller à l'école. Et en fait, en plus, elle, à Bobigny, c'était une mairie communiste. Et en réalité, la vraie histoire est encore plus violente que la fiction, c'est qu'en fait, elle, on lui a fait miroiter cette mixité sociale dans son école avec tout un nouveau quartier en face d'elle. Donc, elle a vraiment subi les travaux qui ont pollué sa cour d'école pendant des années. Et en fait, c'est après coup qu'elle s'est rendue compte qu'en réalité, il y avait aussi une nouvelle école qui se crée pour les nouveaux habitants. Et donc là, comme c'est une nana qui a une grande gueule publique et très militante, elle a vraiment été taper à la porte de la mairie en disant attendez, c'était pas ce qu'on avait dealé, c'est pas normal. Et en gros, elle a vraiment mené un combat avec les parents et tout. Et en gros, la mairie a cédé en disant bon bah voilà, il y a cet immeuble-là, finalement, on va le redessiner dans la carte scolaire pour que tous les gens soit tous les enfants de cet immeuble-là aillent dans votre école. Et en réalité, l'immeuble en question, c'était un immeuble qui a été acheté par un gros promoteur immobilier chinois. Et en fait, qui a fait du logement social dedans. Donc, du coup, c'est là. Horrible. Voilà. Merci les cocos. Non, j'exagère. On vient d'Aubervilliers, on a toute une histoire avec le communisme. Je pense que voilà, l'éducation populaire, c'est très important. Ça nous a beaucoup apporté, mais voilà, il y a une autre génération de communistes qui ont oublié ce que c'était, je crois. Et après, on a le travail un peu de recherche et tout. C'est plus, donc le Covid est arrivé. Et là, au début, elle faisait des petites plantations dans l'école. Et en fait, on a découvert, donc un peu, même si on savait qu'en Norvège, en Suède, on a découvert ce truc d'école dehors. Et après l'épidémie, en fait, même dans l'éducation nationale en France, on s'est rendu compte qu'il y avait des pionniers qui font un travail de dingue. Et comme l'épidémie est arrivée, l'administration les rend un peu plus libres. Et donc, il y a dans le Poitou, il y a énormément de professeurs des écoles qui les emmènent une journée entière en pleine forêt. Et on trouvait ça fascinant, surtout quand tu es à Aubervilliers et que c'est quand même très, très bitume, quoi. Et donc là, je suis allée voir un institut qui est à Porte d'Aubervilliers. Il y a un parc. Donc le matin, avec un père de famille, ils font le tour. Ils ramassent les pipes de crack, ils ramassent tous les trucs, voilà, ils nettoient. Et là, les enfants passent, ils sont en maternelle et ils passent donc une demi-journée ou une journée complètement avec un périmètre. Et ils sont voilà, en pleine nature, près du périph', mais n'empêche qu'ils sont avec des plantes. Et ça nous a beaucoup touchés, surtout après l'épidémie. On s'est dit, en fait, cette Marion, il faut qu'elle amène quelque chose de plus grand. Donc ça veut dire que cet institut dont tu parles, lui, il a, enfin, cette pratique-là, oui. C'est finalement le Covid qui l'a amené sur cette voie-là. Ce mouvement existait un petit peu en France avant. Mais avec l'épidémie, c'était intéressant d'avoir les enfants dehors, puisqu'on avait tous peur, etc. Donc, ils ont eu plus de liberté pour exercer ça. C'est notamment une nana qui s'appelle Christelle Ferjou, qui a écrit un livre qui s'appelle « Emmenez-les dehors » et qui explique tous les bienfaits et la nécessité de le faire. Et qui donc vous a inspiré aussi le sujet de l'écologie, de l'éducation à l'écologie. Alors peut-être avant de vous donner la parole, puisqu'on parlait de ce collectif, parler peut-être du casting, du choix de ces comédiens pour incarner ces personnages, parce que ça n'a pas été simple, mais enfin ça c'est pas une exclusivité que vous avez, quoi. C'est dans la vie d'un film, c'est pas simple, un casting. Morad, comment ça s'est passé? Pour moi, ça s'est super mal passé au début. Non, parce qu'en fait, voilà, pour le rôle de Saïd, il m'en avait déjà parlé à un moment donné, quand ils étaient déjà dans l'écriture. Il pensait déjà, voilà, vaguement à moi pour ce rôle. Et du coup, je m'étais déjà fait un film sur ce rôle. Je me disais, Morad, c'est quand même le rôle de ta vie. Tu as joué dans Rue des Cités. Il faut que tu arrives à être à la hauteur. Il faut que tu déchires le casting et tout.
À ce moment-là, pardon, je te coupe, mais tu avais joué quel rôle à cette période-là Non, moi, cette période-là, j'étais déjà sur Caen. Je faisais une série policière sur Marseille qui a duré 9 ans. J'avais fait d'autres projets qui s'appellent Nous trois ou rien avec Kéron. Voilà, je faisais des apparitions dans des courts-métrages et des longs-métrages. Mais j'avais quand même envie de retravailler avec eux depuis Rue des Cités. Il y avait eu La virée à Paname. Je me suis dit, bon, allez, Mourad, faut pas que tu rates ce casting. C'est une aventure en plus. C'est vraiment Saïd, c'est, comme il me le disait si bien, c'est Mimide qui est un personnage dans Rue des Cités. Bah, qui a grandi, qui a 10 ans de plus et qui est devenu animateur centre de loisirs. Et lui, son rêve, ça a toujours été d'être prof, mais voilà, bah, il n'a pas les codes, il est pas académique, on va dire, pour être gentil. Pour pas dire qu'il fait des fautes d'orthographe. Et du coup, bah, je me suis monté la tête, je sais pas pourquoi. J'étais stressé le jour du casting. Je suis arrivé, genre j'étais dans mon rôle du lieutenant Borel, chemise à carreaux. Je devais faire la scène de l'entretien avec Rachida, où justement elle disait bon bah voilà, bon je te préviens, hein, tu fais ça mais tu fais attention à tes fautes et tout ça. Et je sais pas pourquoi j'étais stressé. J'étais stressé. Et je passe le casting et tout. Je dis bon vas-y je vais les attendre. Je dis bon alors ça va et tout. Et ça. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Mourad? En plus, il y avait la directrice de casting. En plus, c'était une grosse directrice de casting et tout ça. Je fais, ah ouais, c'est pas bien et tout. Tout ça. Bah non, c'est pas bien. Ouais, je les avais suivis jusqu'au bar et tout. Ouais, mais pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est pas passé? Vous vous rappelez à Gambetta de ça? Bah oui, hein, c'est pas facile un casting. Hein. Oui, bah oui, surtout. Bah oui, en plus, là, c'était des amis. J'avais pas envie de les décevoir et tout ça. Et du coup, j'ai attendu quoi, 6 mois? Oui, bah oui, il y a eu un callback parce qu'en fait, donc il voyait quand même, il avait écrit quasiment pour moi en me disant qu'on s'était inspiré d'un ami pour ce rôle. Donc j'imaginais très très bien bah, ce rôle. En plus, j'étais animateur, donc je le comprenais vraiment de A à Z, mais c'est juste que voilà, ce jour-là, j'ai foiré l'un casting. Voilà. Mais après, bon, 6 mois plus tard, donc j'ai fait un callback, comme on dit, avec Anaïd Rosam. Qui était validé pour faire le rôle de Marion. Voilà, et du coup, là, j'ai déchiré le rôle. Quoi. Vraiment, 1h30, il voulait plus me laisser partir. Et là, j'étais heureux. Non, mais parce que en réalité, donc, comme Mourad, bah, on peut le dire, il s'est complètement foiré et tout. Bah, du coup, c'est compliqué avec les productrices oui. bah, de défendre et tout. Mais alors, nous, on le connaît vraiment. Donc, en plus, moi, honnêtement, avec Mourad, on se voit très régulièrement et tout. J'ai pas assez de recul sur certaines prises de savoir si c'est Seïd ou si c'est Mourad qui veut me faire rire. Il y a des trucs, voilà, on est trop proches en fait. Et du coup, voilà, quand tu as un regard extérieur et tout, c'est difficile à défendre et tout. Mais là, par contre, même en regardant les essais, là, Karen et moi, c'était l'unanimité. Il n'était pas bon. Non, mais en plus, excuse-moi pour te couper, tu sais, il m'envoyait les essais, il fait regarde là, regarde, c'est nul. Là, t'es pas bon. Ça s'appelle la direction d'acteur pour la suite. Non, mais en plus, Mourad, il avait fait les essais avec Frédéric Pierrot. Vous savez, le comédien qui est un succès, qui est dans la série En thérapie. En fait, c'était Frédéric Pierrot à l'origine qui devait faire Jean-Pierre. C'est ça. Et comme Frédéric Pierrot était pris sur la saison 2 de En thérapie, qui s'est en plus éternisé, ouais. Enfin, il nous avait prévenu. Et du coup, Mourad a des essais avec Frédéric Pierrot, qui sont mauvais. Frédéric Pierrot était génial, mais Mourad était un peu Faut le dire. Le pire, c'est que je l'ai recroisé entre-temps à Gambetta et tout. Et je dis, salut Frédéric et tout. Bon, bah, à bientôt, hein. On se voit sur le tournage. Et j'apprends que non, en fait, il ne pourra pas le faire. Mais non, après, pour les autres comédiens, effectivement, bon, Sébastien Chassagne, quand on a écrit le rôle de Jérôme, on savait que c'était pour lui.
Et en plus, au scénario, c'était vraiment le rôle qu'on avait le moins travaillé, mais moi je trouve extraordinaire ce qu'il a réussi à en faire. C'était vraiment celui où il y avait moins de descriptions possibles. Donc Rachida Bakni, on a vraiment écrit pour elle. Donc le personnage de Marion, là par contre, ouais, on a mis un peu de temps à trouver à Naïd Rosa. En fait, les productrices étaient sur une autre comédienne, mais qui nous intéressait moins, qui est géniale, mais qui nous intéressait moins. Donc ensuite, Raphaël Quenard, en fait, Raphaël Quenard, Fragile, vous l'aviez programmé, si. Hein. En fait, c'est un comédien qui était dans Fragile, et Fragile a été distribué par Haut et Court. Hein. Donc Haut et Court, qui sont aussi nos productrices et distributrices. Donc elles nous ont dit, mais voyez ce comédien, il est intéressant et tout, parce qu'à l'origine, c'était Pio Marmaille qui devait faire le rôle de Michael, mais Pio, enfin, on se connaît bien, c'est un ami, c'est un petit rôle pour lui, donc vraiment, il a accepté pour nous donner un coup de main auprès des financeurs et tout, mais après, il a été appelé pour faire les trois mousquetaires, donc voilà, il a un emploi du temps très chargé. Et donc, du coup, on cherchait Michael, mais Michael, je crois que c'est le dernier comédien qui a été validé. C'était pas moi. Non, tu as été validé. Pour te rassurer, tu as été validé avant Raphaël Quenard. Donc voilà, après, ça a toujours été comme ça, mais pareil, pour le rôle de Fabrice, nous, on avait un rappeur d'Aubervilliers en tête, mais il ne s'est pas senti de faire le rôle. Et puis après, quand la directrice de casting nous a proposé DC's, ça a tout de suite été une évidence. Et après, sur les autres rôles, Yann Papin est arrivé sur le tard aussi. Et de savoir où vous avez tourné, mais c'est lié quand même à la question du casting, parce que je pense aussi au casting du plus grand collectif de la communauté scolaire. Il y a, bon, bien sûr, je dirais les principaux, l'équipe d'Instit, mais il y a aussi cette communauté scolaire autour d'eux. Ça, on appelle ça un casting aussi, ou comment ça se... Bon, on en reconnaît, il y a quand même des têtes qu'on connaît, dans ses parents, en l'occurrence, principalement. Il y a quelques... Oui. Comme Steve Tienche ou... Steve Tienche, Faiza Lane. Bon, c'est des visages qu'on reconnaît. Mais d'une manière générale, d'une manière générale, donc soit c'était effectivement des comédiens qui acceptaient de faire le clin d'œil pour faire partie de l'aventure, soit c'était beaucoup de parents. Après, on a tourné à Aubervilliers, à Porte de la Villette, donc on connaissait beaucoup. On a appelé beaucoup de parents qu'on connaissait, de familles, d'amis qui avaient envie d'en être. Donc c'était beaucoup ça. Après, il y a eu aussi un bouche à oreille, casting. Donc les parents sont de là-bas. En fait, le truc de cette école, c'est qu'elle est vraiment située. Nous, on adore ce décor, mais on a failli ne pas la voir parce qu'en fait, elle est près du périphérique. Il y a un boulevard très bruyant. Enfin bon, c'est l'enfer. L'équipe du son en sait quelque chose. Et on a failli tourner sur 2 écoles, en fait. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Toujours se fier à la première impression, c'est ce que je retiens vraiment. Parce qu'on a failli tourner et à Bobigny et à Aubervilliers et matcher entre 2 écoles trichées, quoi. Ça aurait été vraiment pas la bonne idée, je pense, parce que c'était super d'avoir un seul lieu pour toute l'équipe. Et du coup, on a casté aussi à Bobigny, comme on avait commencé à s'implanter un peu. Donc, il y a des enfants de Bobigny qui sont venus beaucoup, enfin des enfants de pas mal beaucoup de Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est là que ça a recruté les parents qui essaient ils viennent d'un peu partout, mais il y a pas mal de potes qui essaient de placer leurs enfants. Il y a un médecin un urgentiste d'Aubervilliers qui fait le papa et qui dit moi de toute façon je vais les mettre dans le privé, donc signe tout de suite, ou voilà. Donc à chaque fois c'est ça, c'est des gens qui sont du coin, et c'est ça qui est, je pense que c'est, enfin, le fait d'être déjà dans une sorte de quasi huis clos dans une école, on ne bouge pas, où on est un peu à la maison au bout d'1 mois et demi à toujours aller manger au même endroit. Je pense que c'est hyper important, et pour les comédiens qui ont les rôles importants, où on crée un peu maison. Et où du coup, je sais pas moi, que ce soit tous les agents de sécurité, les machins, tout le monde, au bout d'un moment, se connaît vraiment bien parce qu'on est au même endroit. Et ça, c'est assez familial du coup. Et le fait d'être en plus avec des gens qui habitent dans le coin et qui chacun connaît, machin, bon, nous, on aime ça en fait. Enfin, un jour, j'espère qu'on tournera dans le Lot ou je sais pas où, mais qu'on connaîtra des gens aussi, parce que tu te sens moins seul dans un tournage quand tu sens que ça fait corps autour de toi. Bah, ça faisait très famille quand même, le fait de revenir tout le temps dans ce décor-là, dans cette école-là. C'est comme si on était au théâtre et tous les jours, tu allais jouer au même endroit avec les comédiens qui deviennent tes potes. Et du coup, c'était vraiment chouette en fait de revenir toujours dans cette école et de voir des têtes d'Aubervilliers qui passaient par là. Je sais pas, c'était un truc safe place, comme on dit, genre. Ok. Et donc, quand même, dans ce décor, un décor dans un environnement
assez bruyant, c'est ça? bruyant et en plus, Peut-être que Raphaël, Ouais. tu nous dis un peu toi l'implication que tu as eu sur Bah, ce oui, film. il y a eu cette inquiétude. Après, l'ingénieur du son qui a opéré au tournage, qui s'appelle Nassim El Mounabi, il a des petits trucs pour s'affranchir de ça. Et puis après, il faut savoir quand même que souvent, on est très inquiet parce que Attends, juste te coupe, mais toi, rappelle-nous, toi, c'est plutôt sur la post-prod la son. post-production, donc c'est le montage son, c'est la partie qui C'est arrive ça. après le montage. Mais du coup, c'est quand même le moment où on traite la matière du direct. Et donc, on se heurte au premier problème, alors qu'ils ont pressenti en montage. Mais non, c'était vu une ou deux fois avant en salle de montage pour voir est-ce que ça, c'est montable, est-ce qu'on peut utiliser ça comme ça, est-ce qu'on va s'en sortir. Et on dit toujours oui parce qu'on les connaît pas et on veut pas les décevoir. On dit oui, oui, tout est possible, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Après, bon, on s'en sort pas toujours. Mais si, en fait, on s'en sort aussi parce que les décors, voilà, ils sont construits beaucoup justement en post-production et au moment du tournage, on prend essentiellement les voix. Donc, quand on écoute cette bande son, on a les voix seules et on est souvent très inquiet parce qu'on a l'impression que le bruit ambiant, il est très fort. Puis, dès qu'on rajoute justement l'ensemble du décor sonore avec des voitures, un klaxon et du vent, il y a quand même ce fond qui peut être gênant quand le son est très brut, devient quand même beaucoup plus doux, quoi. Et puis après, il y a aussi des traitements sonores, sans rentrer dans des détails techniques, mais qui permettent quand même d'amenuiser une partie du bruit de fond. Donc moi, j'en ai fait quand même pas mal quand j'ai travaillé sur les dialogues, où on élimine quand même une partie du bruit ambiant gênant. Tout ce qui est dehors, en fait, c'est vrai que toutes les séquences qui se passent dans la cour, et puis ou sur le parking, c'est quand même les deux espaces les plus bruyants. Après, en intérieur, on s'en sortait quand même relativement bien. Et dans le parc aussi, ça se passait plutôt Et ça veut pas dire trop que mal. quand tu parles des dialogues, il faut retravailler sur les dialogues en Alors, soit on post-production. retravaille de façon un peu chirurgicale, mais pas généralement peu pour des raisons techniques, mais plutôt pour des raisons de jeu, parce que on vient des fois changer une syllabe ou pour changer une intonation, voire changer une réplique complètement. Soit en prélevant dans les autres prises des petits fragments, soit parfois en réenregistrant complètement des bouts de phrases. C'est ce qu'on appelle les post-synchro. Avec les comédiens. Avec les comédiens, bien sûr. Et des fois, on intervient, oui, dans ce traitement dont tu parlais sur le son direct, c'est vraiment un travail un peu chirurgical. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire comme une sorte de photographie du son. Et il existe un logiciel qui est un espèce de Photoshop du son et qui permet de venir effacer dans le son des éléments qui nous dérangent. Donc, on enlève, par exemple, plus facilement qu'auparavant un avion quand il passe pendant une prise, quoi. Et pour en avoir une idée un petit peu plus concrète, ça c'est un travail qui dure combien de temps sur un film comme La Cour des Miracles? Combien de temps tu as travaillé sur cette Alors non, montage son il y a eu, on était en période Noël et Covid, donc le travail a été un peu haché, morcelé, mais je dirais 6-7 semaines, non, pour moi? Ouais, je crois 6-7 semaines, disons 6 semaines, en incluant justement la première partie de montage et ensuite récupérer justement les enregistrements de post-synchro et les intégrer pour essayer de faire en sorte qu'on les entende pas trop, parce qu'il y en a eu quand même un certain nombre. Moi, je propose de vous donner la parole. Il est largement temps. Voilà, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. À vous. Bonjour, écoutez, moi je vais un peu vous contrarier. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié votre film, mais ça me gêne beaucoup qu'on fasse la promotion des écoles privées. C'est tout ce que... C'est pas ce qu'on a fait, madame. C'est pas ce qu'on a fait. En fait, on n'a pas du tout fait la promotion. En fait, déjà, il n'y a pas d'école privée, parce que c'est 2 écoles publiques. Et on raconte qu'il y a une école publique qui souhaite accueillir un petit peu plus les Parisiens et que les autres, en gros, de la ville populaire restent ensemble. Donc, on ne fait pas du tout la promotion de l'école privée. Écoutez, on n'a jamais vu, il y a que dans les écoles privées que la directrice recrute elle-même les instituteurs. Non, madame, aujourd'hui, c'est passé dans les médias. À Marseille, ils recrutent énormément à Pôle emploi. Au mois de juin, déjà, il y a eu le fameux speed dating de l'Académie de Versailles. On a une revue de presse très solide. Avec très des entretiens de 30 minutes pour recruter des profs. C'est Le Monde, Libé, tout le monde en parle aujourd'hui. Et en septembre, là, c'est un nombre considérable d'enseignants qui manquent. Oui, mais c'est énorme. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de travailler justement dans ces enjeux de représentation, la complexité de cette réalité scolaire, de cette école qui va pas bien. Mais il n'y a pas d'école privée, mais c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. C'est que, quelque part, moi, c'est ça qui me choque aussi dans le film. C'est-à-dire que c'est école publique contre école publique. Et c'est quand même ça qui nous remue. Mais je pense, madame, c'est un peu ça que vous vouliez dire aussi, hein, j'ai l'impression. Oui, et c'est vrai qu'à l'écriture, c'était important. On voulait vraiment que ce soit une école publique
qui rivalise avec une école publique. C'est-à-dire que, ah ouais, donc à l'intérieur, là, on est sur vraiment... c'est ça qui nous avait choqués à Bobigny. Et c'est ça qu'on voulait raconter. Enfin, et sur Saint-Denis, il y a des jolis parcs où les instituteurs amènent les élèves, heureusement, faire comme un peu dans votre film du jardin et sortir dehors. Donc ça fait plaisir, il faut savoir que ça se fait, même à Saint-Denis. Voilà. C'est vrai que la différence entre les écoles de quartier ou du centre-ville, c'est une réalité. À Nantes, il y a des quartiers où ma femme qui a travaillé, elle avait 14 nationalités, et l'école d'application de l'école normale de Nantes, c'était que des blancs. Hein. Donc c'est une réalité qu'il y a une différence de statut dans les écoles. Moi, en dehors du film qui est entraînant, qui est plaisant, il y a des points forts qui me sont intéressants, justement le recrutement. Parce que c'est vrai qu'hier, on a écouté à la radio, il n'y a à la rentrée de septembre que 84% de postes fixés, alors qu'il y avait 94 l'année dernière. Il y a 10% de postes. Et actuellement, l'éducation nationale est en train de préparer des stages de 5 jours pour former les enseignants pour remplacer les 10%. Actuellement, on est dans une casse du système scolaire extrêmement importante. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces trucs de recrutement, parce que c'est une réalité. Les chefs d'établissement dans la loi ont le droit maintenant de recruter, en particulier dans les collèges. Et les collèges vont chercher des fois dans la NPE des enseignants. Et bientôt, ce sera dans le Bon Coin. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que on est emballé, puis je dis, je vais être emballé, puis ça va finir par une APN, ça commence à m'embêter. Et j'ai bien aimé le 0 pointé de l'inspecteur à la fin, c'est-à-dire aucun parent ne change d'avis. Parce que c'est vrai que les problèmes de dérogation, les demandes de dérogation, ça a existé. Donc voilà, moi j'étais instituteur spécialisé. Après, voilà, j'ai eu la chance, moi étant enfant, d'être avec un institut de Freinet. Et vous voyez, vous demandez l'évolution qu'il pouvait y avoir à mon époque. L'institut pouvait permettre à sortir aux enfants tout seuls dans le quartier et faire les enquêtes chez les boulangers. Ça serait strictement impossible maintenant. L'évolution de la législation est devenue terrible et extrêmement contraignante. L'autre chose que vous montrez, c'est vrai que le truc collectif, c'est assez rare aussi. C'est extrêmement rare. Le nombre d'enseignants qui ont essayé de faire avec les mutations de points pour essayer de former une équipe pédagogique, en France, ça a été assez rare. Donc les enseignants sont assez isolés. Individuellement, on peut sortir de sa classe, mais c'est assez rare. Et la lutte est extrêmement difficile. Il y a eu une expérience qui a été faite à Lille par un inspecteur sur une école, sur le fait de sauver une école qui perdait les élèves, qui perdait les parents, ainsi de suite. Et l'inspecteur avait fait une demande de dérogation pour pouvoir avoir des volontaires pour créer l'école et essayer de la relancer. Et avec le phénomène qui, pendant 3 ans, il y a eu des sociologues, des études qui se faitent et qui sont rendues au ministère. C'était il y a environ 25 ans. Ça a marché, ça a ramené comment les enfants, les parents ont fait, ça a relevé le niveau et ça ne s'est jamais développé. Il faut penser ça aussi, on crée des systèmes, mais après on les laisse tomber. Et je le sais très très bien, puisque moi j'ai été 25 ans enseignant au lycée expérimental de Saint-Nazaire. Ça existe, c'est beau, mais ce n'est qu'une petite verrue, et jamais ça a été étendu. Alors ça continuera, ça ne disparaîtra pas, mais on ne peut pas croire que le système d'éducation nationale est un système progressiste. Et ce qui fait qu'actuellement, qui va s'occuper des enfants en difficulté ou autre chose? Eh bien le privé a ce marché, il le développe. On va vers une casse terrible de l'éducation nationale dans les années à venir. Bonjour et merci. Moi, je me suis bien marrée. Je n'étais pas la seule, apparemment. Et je trouve que de traiter des sujets graves avec humour, ça passe encore mieux. Donc, merci. J'ai plein de questions, donc je ne sais pas. Enfin, je vais essayer de... Bon. Déjà, je vois que vous êtes jeunes parents et je suis intéressée de savoir... si vous êtes confronté à ce problème de choix de où mettre, où inscrire vos enfants. J'imagine que c'est un dilemme un peu... Oui, ils sont dans le privé, une école très très chère. Non, je réponds tout de suite. Alors nous, on est dans un quartier de Paris très populaire. Ils sont petits, c'est la maternelle, c'est la primaire. On retrouve un peu le Aubervilliers qu'on a connu. D'accord. C'est super. Après, c'est au collège que tout le monde se sépare. Et oui. Ils sont dans le public, mais les gens ont compris que c'était une blague, Hakim, je pense. Moi, j'avais pas compris. Ils sont dans le public. Ils sont dans le public. Ah, non, je suis rassurée. Bon, ce qui nous taraude plus, je pense, aujourd'hui, on trouve ça assez lié. C'est le fait aussi que ce soit des villes très denses, où les gens, du coup, d'une rue à l'autre, on n'est plus du tout dans la même classe sociale. Ça, c'est hyper violent, et où, du coup, il n'y a plus de nature. Donc, on est plus dans ces problématiques-là, en fait. Ce qui nous manque plus,
tout est lié en fait. C'est-à-dire qu'on veut s'en aller de Paris, en gros, vous voyez. Et Ces venir dans le questions-là sont Lot. pénibles en fait. Mais par exemple, il y a une école Freinet dans notre quartier, l'école Vitruve, qui est assez connue depuis des années. Moi, j'aurais adoré qu'ils y aillent. Et C'est oui. vraiment à 2 pas de chez moi. On n'a pas fait de demande. Enfin, voilà, moi, du coup, notre fille va dans l'école vraiment plus en bas de chez nous. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui habitent pas là, en fait, qui mettent leur enfant alors que c'est une Oui. école publique Freinet. Et en Mhm. fait, il y a plein de dérogations pour aller. C'est-à-dire que même Freinet, qui est censé. Et ben, en fait, c'est tellement. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens qui ont les moyens ont envie de les mettre à Freinet. Et ben, du coup, il y a des dérogations injustes. C'est ça, avec des fausses adresses et tout ça. Bah oui. Oui. Et vous avez été instite dans des quartiers difficiles? Alors, moi, ou- j'ai enseigné à Aubervilliers et à La Courneuve. Ah. J'étais de l'Académie de Créteil. Et comme j'avais envie de rester à Aubervilliers, j'étais très contente d'y être. Et puis parfois, ils m'ont mise un peu à La Courneuve. Donc vous étiez au cœur de tout ça. Ouais, oui, c'est parti de ça. Ok. Et ma dernière question, c'est justement ce côté un peu contradictoire finalement sur le recrutement. Là, c'est traité sous le mode humoristique, mais finalement, dans le film, ils s'en sortent, hein, les instits qui ne sont pas des instits d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire aussi ça ça dénonce, mais en même temps, ils s'en sortent. Alors, c'est-à-dire, j'entends. Ouais, j'ai du mal à m'exprimer. C'est le rôle de Melki, qui est pas du tout un stit, mais finalement, à la fin, on voit qu'il s'en sort, quoi. Est-ce que ça, c'est pas un peu contradictoire? Alors, le truc, c'est. En fait, on a coupé une scène et je regrette. Ah. Où, en gros, quand il dit au revoir à Mourad à la fin, je sais pas si je réponds à la question, mais où il lui dit j'arrête, je reviendrai pas. Ah. En fait, déjà, c'est trop ingrat et j'y arrive pas. Oui, c'est ça. J'y arrive pas. Ah, voilà. Ben, Donc, peut-être que ça. Parce qu'en plus, il s'en sort pour moi déjà le fait qu'il perde un enfant, qu'il est du coup que toute l'école est perdue en crédibilité. Pour moi déjà, il a foiré son truc. Enfin, c'est déjà. Ouais, Et le personnage de Saïd, pour moi, il aime tellement ça. C'est un de ceux qui a le plus la vocation de l'équipe. Et du coup, il va aller en formation, bon, qui est pas quand même une formation formidable aujourd'hui, mais enfin bon, Oui. il va aller en formation et il va s'entraîner pour être un bon professeur des écoles. Donc pour moi, dans le D'accord. parcours des deux, finalement, c'est le groupe qui les tient à la surface. C'est comme ça que moi j'envisage ça. Ok. En plus, il y a une petite erreur, c'est-à-dire que quand on a écrit le scénario pour le concours du Duc de 93, c'était 5 sur 20. C'est pour être admis, aujourd'hui, c'est 4 sur 20. Ok, merci beaucoup. Mais pourquoi vous avez coupé alors? Là, il y a une question de montage. Je vais te dire, Sébastien, c'est parce que Hakim a eu le dernier mot. Mais même Mourad, il voulait. Parce que Mourad, il savait tout ce qui se passait. Parce que si tu veux, à la fin du film, en réalité, il y a beaucoup de fins qui se terminent. On boucle beaucoup. C'est la fin, c'est l'été qui arrive, c'est la fin de l'école, on se dit au revoir. Et ça faisait beaucoup de fins. Et on a voulu un peu réduire les fins, les résumer. Et je pense que c'était pas une bonne idée. D'ailleurs, Gilbert Melki a vu le film et il a dit j'aime beaucoup, et ma scène, elle était super. Et je trouve que c'était hyper touchant, en fait. Qui disent je suis pas fait pour ça et en fait j'aime pas, c'est-à-dire j'ai fait cette expérience mais je vais arrêter là, les frais. Et je pense que ça aurait fait la différence sur Ouais. le fait de dénoncer Oui. ce système de recrutement. Les joies de la co-réalisation. C'est deux points de vue. Je regrette pas d'avoir coupé parce qu'en termes de rythme, il y avait effectivement, il y a l'impression que le film il y a plusieurs fins. C'est-à-dire, le film aurait pu s'arrêter au moment de la danse dans la galerie. Mais en plus, honnêtement, moi, contrairement à Karine, je suis pas sûr que si on avait ajouté ce petit morceau en plus, ça aurait répondu à cette question. Parce que ça clôturait une relation du binôme et tout, mais pour moi, ça racontait pas plus que ça sur la difficulté que ces gens ont quand ils débarquent face à l'école. Ce qu'on avait en matière, c'était pas suffisant pour justifier ça. Mais ça, c'est mon point de vue, elle a le sien. Il faut faire des compromis, comme dirait Ingrid. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour votre film. Moi, je ne sais pas si j'ai tout compris parce que je me suis bien marré. Je pense que c'était l'intention. J'espère que vous êtes content de comment a réagi le public. Ça va être sympa d'entendre les rires dans la salle. Moi, je suis professeur des écoles dans une cité à Cahors, quartier Terre Rouge.
Et par douce provocation, je voulais vous dire que pour moi, c'est plus qu'une comédie. Je m'y retrouve vraiment à fond sur plein d'aspects, hein. On va dire les contractuels, le matériel, la relation avec les collègues. Enfin, c'était un petit reportage pour moi. Donc je pense qu'il y a des décalages. L'éducation nationale a changé. Je pense aux témoignages de gens avant. Pour dire que les choses changent, quoi, et que l'éducation nationale ressemble, et l'école ressemble, je pense, à ce que vous en dites, quoi. Tant mieux, des fois, pour des choses. Et pour plein de choses, donc, je me sens très proche de ce film. Je voulais témoigner que dans beaucoup d'écoles, justement, comme dans le film, il y a deux implications très importantes autour de l'environnement et de la mixité sociale et culturelle qui ressortent. Enfin, c'est les batailles de maintenant, hein, ça, à l'école. L'environnement, la découverte de la nature et la mixité sociale et culturelle, très importante parce que c'est cette école-là qui fait la France de demain. Moi, je suis en cité pour ça, pour faire une France comme elle est là, quoi, de patchwork multiculturel, et voilà. Donc, ce film n'est pas qu'une simple comédie. Et un bémol, c'est que les effectifs dans les classes, quand même, hein, nous, on est plus proche des 30 que des 12. Enfin, Mais vous savez, non. c'est Macron qui a sorti ça dans les zones prioritaires. Alors, dans les CP, oui, dans les petites classes, mais nous, on lutte. Et on lutte aussi contre, comme vous, vraiment, c'est notre quotidien, et on est dans le Lot, hein, contre parfois, souvent, les municipalités et l'éducation nationale. Ça, c'est incroyable. Voilà, je me retrouve. Il faudrait faire une projection dans mon quartier, ça serait très sympa, de votre film, venez. Et oui, et puis la question, parce que j'aime bien faire aussi des petits films avec les enfants, et on parle plus difficile souvent de diriger des enfants. Donc, je pense que les effectifs sont faibles dans vos classes pour pouvoir filmer, et aussi comment ça se passe le tournage avec des enfants. Alors déjà, merci. Merci à vous. L'effectif de 12, c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai connu plein de classes à 12. J'ai plein de copines qui ont une classe à 12. On est plein de reps, donc on voulait le filmer. Et c'était important aussi quand le personnage de Gilbert Melki, les pères, et on aimait ce truc de « mais t'en as 12, t'en as perdu un, t'en as 12 ». Et donc, on voulait ça. Donc, voilà, après la classe de Fabrice, il en a pas 12, il en a plus, mais bon, il y a des questions de DAS, ça a été hyper compliqué parce que la DAS donc, gère ce travail, on fait travailler des enfants, donc il faut en amont vraiment sélectionner les enfants, c'est un bins administratif insupportable. C'est bien que ce soit légiféré, mais c'est très compliqué. Donc cette question des enfants était très épineuse. Ça coûte cher, on paye chaque enfant, enfin ça devient un budget énorme. Je sais plus, en figu, c'était 1000 personnes, je crois. 1000 figurants, 1000 cachettes figurants avec certaines silhouettes qui parlent, etc. Et après, la direction d'enfants, du coup, on les a choisis vite. On s'est vraiment concentré sur la brochette d'instit, mais moins sur les enfants. Franchement, c'était pas simple. C'était pas simple. On a eu beaucoup de chance parce qu'il n'y avait pas de canicule l'année dernière. Il faisait pas beau, en fait, et tant mieux pour la lumière et les enfants. Mais c'était difficile. Ils étaient petits. Pourtant, on a tourné avec des enfants avant. Mais là, comme c'était le long, on mettait de l'énergie, je pense, sur d'autres choses. On a senti que c'était pas simple. Et il y avait eu des journées avec beaucoup d'enfants qui n'ont pas été faciles. Ils avaient froid, machin, ils avaient de la terre, ça allait pas, toujours un truc. Ils fatiguent très vite et on avait droit à très peu d'heures en fait. Et nous, comme c'était un film sur l'école, on avait peur d'être visités par la DAS, donc on a tout fait au cordeau comme des bons élèves. Ils sont pas venus une seule fois évidemment, alors que c'était le film d'école de l'été qui était tourné quoi. Donc on n'a vraiment pas tiré le fil quoi. On a été bons élèves. Au contraire, je crois on pouvait les avoir 4 heures par jour. Au bout de 2h30, on essaie de s'en séparer. Parce qu'on n'en pouvait plus. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, ça doit être agréable d'entendre les rires, c'est agréable, mais parce que du coup, c'est vraiment la réaction qu'on peut entendre. L'émotion, on ne l'entend pas. Enfin voilà, je n'ai pas entendu quelqu'un sangloter dans les moments d'émotion, donc je ne sais pas. Mais voilà, bien sûr que c'est du coup hyper agréable, parce que c'est là que le partage... Mais c'était une belle projection, ouais. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir hier soir. Je suppose que c'est une école qui est en activité, donc vous avez tourné sur les temps de vacances et ça a duré combien de temps? Alors on a tourné l'été dernier, du coup on avait commencé le 19 juillet, puis on avait fini le 2 ou le 3, je sais qu'il y avait la rentrée qui était passée quand on a fini le tournage. Et effectivement, ça c'était tout un deal avec le directeur de l'école en activité. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école Jacques Prévert, c'est une école maternelle qu'on a transformée en école
élémentaire. Donc du coup, c'était un gros travail de déco avec les porte-manteaux, essayer de cacher un peu les structures, même si on les voit un peu dans le film, les structures de maternelle, parce que normalement dans une cour élémentaire, on n'a pas de toboggan. Enfin, ou rarement. Mais du coup, il y avait un gros travail de déco. On a refait vraiment la salle des maîtres. À l'origine, c'était pas du tout celle-ci. Donc c'était un peu la course. Et en réalité, nous, la problématique, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'été dernier, il y avait ce fameux variant Delta qui était en train d'exploser début juillet. Et en fait, nous, on était en pleine prépa et on entendait que des tournages s'arrêtaient parce qu'il y avait plusieurs cas Covid. Donc là, nous, c'était notre grosse inquiétude. Mais du coup, par contre, on rentre dans une psychose et de toute façon, on ne peut pas bosser si on se dit si le Covid nous tombe dessus. Donc, du coup, on a fait vraiment abstraction de tout ça. On se dit, bon, c'est la vie. Si ça arrive, vraiment, on improvisera, on verra ce qu'on fait. Mais du coup, on était battus par ce truc-là. C'est-à-dire que, généralement, quand il y avait un cas Covid, on arrêtait le tournage 3 jours tant que tous les techniciens fassent le test PCR et que les positifs puissent revenir. Parce que même la grande majorité des gens qui étaient sur le plateau étaient vaccinés. Mais même si on est vacciné, on peut quand même transmettre le Covid. Donc, voilà, on avait une infirmière sur le plateau, donc on se faisait tester obligatoirement une fois par semaine. Les enfants, c'était des tests salivaires. Mais nous, notre angoisse, c'était il fallait qu'on rende l'école le 24 août, je crois. Et ça, il y avait pas on ne pouvait pas faire autrement. Alors, on aurait pu négocier un peu la cour. Mais en tout cas, les intérieurs, il fallait les remettre en état. Et donc, c'était un peu la course, c'était notre inquiétude. Alors, par miracle, la météo était médiocre, mais pour faire une année scolaire, ça nous allait très bien. Et on n'a eu aucun cas Covid sur le film. Et ça, c'était quand même miraculeux. C'est une vraie cour des miracles, quoi. C'est 7 semaines de tournage en tout. Voilà. Ce qui est en réalité, aujourd'hui, sur ce genre de film, c'était un peu confort, parce qu'en moyenne, c'est quand même 5 semaines les tournages. Mais nous, on a eu 7 semaines parce qu'avec toute la présence de ces enfants, c'est une demi-journée de tournage maximum. Ouais. J'ai vraiment adoré les vues sur la ville qui était détruite et reconstruite, et vous avez réussi à rendre beau des barres d'immeubles. Alors la question, c'est qui a choisi et à quel moment ça se décide de rajouter ces séquences d'images? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'en fait, il y a plein de pistes. Enfin, moi, bien sûr, j'ai adoré le film, et il y a plein de pistes, il y a plein de sujets. Et il y a j'aurais aimé que ça soit plus creusé, notamment la transformation de la ville. Après, il y a tout ce travail collaboratif. Moi, je viens d'un milieu d'enseignants, donc je connais aussi, j'ai bien été baignée sur et toute ma famille enseignante. L'effort de travail collaboratif, ça aussi, j'aurais aimé voir dans le temps ce que ça pouvait apporter. Par exemple, le fait effectivement qu'il y ait des gens qui ne sont pas issus de ça, on peut donner l'impression qu'ils réussissent, et puis finalement, ils réussissent. On ne sait pas s'ils réussissent. Ok, ils se font aimer des gamins, mais est-ce qu'ils apprennent à lire et écrire? On n'en sait rien. Donc, il y a plein de choses comme ça, on aimerait connaître la suite. Et donc, ma deuxième question, c'est pourquoi pas, plus tard ou rapidement, faire une série où on se retrouverait à la maison. On se retrouverait à la maison, et ça permettrait après de creuser plus loin, et puis d'être riche et célèbre, pourquoi pas, dans le Lot, parce que les séries, ça marche de dingue, quoi. Voilà. Alors, tu parlais des chantiers, Véro. Ouais. Alors, les chantiers. Je croyais voir les photos de Madani par moment. Ouais, Madani Boussaïd, qui est dans la salle et qui a fait toute une série de photos de chantiers. Parce que, voilà, c'est magnifique en noir et blanc et tout. Je ne sais pas s'il y a un site, mais vous tapez Madani Boussaïd, ou sur Instagram. C'est quoi sur Instagram? Je ne sais pas. Mais je vous dirai pour ceux que ça. Tu sais? Non, tu sais. Donc voilà, évidemment, c'est hyper esthétique. Enfin, nous, il y a un truc qui raconte plein de choses. Les grosses machines avec tous ces petits hommes, on dirait des Playmobil qui travaillent, et tout ça, c'était important pour nous. Et puis, faire cette évolution, ce sort de fil qui tient jusqu'à la fin et qui finit sur ce fameux fantasme, en fait. C'est-à-dire que l'école, on en parle tout le film, mais on ne sait pas, il y a une maquette. Même Zaya, on se dit, c'est un fantasme, elle n'est pas parano, mais attends. Et à la fin, on voit que ça prend forme, et elle est vraie, quoi. Et l'école de fin, c'est une école à Saint-Denis, dans un no man's land, fait par un architecte qui travaille beaucoup sur les contours. Les instituts, entre eux, parlent de l'école des barbes à papa, c'est une vraie école.
Et qui d'ailleurs, il y a plein d'adultes qui se cognent parce que c'est vraiment fait pour les enfants, c'est des îlots, c'est à hauteur d'enfants et tout. Donc ça, c'était important pour nous de raconter aussi ces endroits. Ça fait référence à ce qu'on disait au début de la rencontre sur les espaces. Ça, c'est des espaces. Des fois, il y a des espaces, des sortes de no man's land qui montent comme ça, comme des champignons. Au bout de 2 mois, tu vois que c'est monté. Ça n'a pas d'âme, enfin, c'est moche, c'est en mauvais matériaux, mais ça se monte vite parce qu'il faut vite, vite loger les gens partout. Dans la moindre parcelle, à Aubervilliers, c'est exactement ce qui se passe. Donc ça, c'était important. Après, tant mieux si Aubervilliers, il y a des choses qui nous... Jacques Ralit, il disait c'est une ville rue des Tendres. Il y a des choses qui nous énervent, qui nous insupportent et qu'on trouve vraiment... c'est insupportable. Et en même temps, je pense que c'est parce que c'est là qu'on a grandi. Il y a une tendresse, il y a un truc, c'est des rues qui nous ont vu grandir. Donc on filme cette ville comme ça. Est-ce qu'ailleurs on la filmerait Je ne sais pas. C'est une vraie question. Mais du coup, concrètement, c'est filmé où? Enfin, on a l'impression de suivre effectivement le chantier. Donc c'est une déambulation, bien sûr, mais c'est Aubervilliers. Alors, sur tous les plans de chantier, parce qu'en plus, nous, effectivement, il fallait qu'on voit cette construction émerger comme ça petit à petit. Donc en réalité, il y a Bobigny, ce fameux chantier énorme qu'on voit au début du film. Ensuite, il y a un peu de la Courneuve, il y a du Aubervilliers, il y a du Pantin. C'est vraiment, par contre, c'est que des villes du 93. Et c'est vraiment à chaque fois l'état des chantiers, à quel moment on les filme. Et ça, par contre, ça, c'est tout un travail de repérage. Et ce sujet, finalement, de la gentrification, quand même, c'est par exemple quelque chose qu'on observe qui se produit à Aubervilliers. Puisque ça, parce que quand tu disais que les immeubles moches, mal construits, dans votre histoire, la Cour des Miracles, cette fameuse résidence, elle a l'air d'être pas du tout mal construite. Oui, il y a les deux. Après, par exemple, les Parisiens qui arrivent, ils s'installent dans des... en tout cas, à Aubervilliers, c'est comme ça. Au 4 chemins, il y a un métro. Les 4 chemins, c'est dense et tout. Et c'est tout un quartier, en fait, de Parisiens qui s'installent dans des maisons. Et qui sont il y en a quelques-uns qui les mettent dans les écoles, et il y en a beaucoup. Par exemple, il y a une école Montessori qui s'est montée aux 4 chemins entre la boucherie et ils ont même pas de cours, ils vont dans le truc municipal, quoi. Et parce qu'il y a de la demande. Donc après là, on a essayé de pas non plus être manichéen et de pas non plus jeter l'opprobre sur les gens qui mettraient leurs enfants dans le privé. Nous, nos enfants sont petits, peut-être que s'ils étaient collégiens, moi, en étant instite, j'ai tellement de collègues qui mettent pas leurs enfants dans le public parce qu'ils habitent dans des quartiers difficiles. Enfin, vraiment, nous, on voulait pas être dans le jugement non plus. C'est-à-dire, on est dans le point de vue de nos instits, notre brochette d'instit, et on est avec eux. Après, les parents, on voulait pas non plus écrire des personnes, on les voit très peu, d'ailleurs, les nouveaux habitants qui arrivent. Et ça, c'était important pour nous. Essayer Bah oui. D'ailleurs, même Zaya met son enfant dans l'autre école. Et voilà. Et mais au bout d'un moment, chacun a son histoire, chacun a ses exigences. Nous, on a plein de potes qui gagnent pas beaucoup et qui se saignent pour les mettre dans le privé. Et c'est comme ça. Enfin, après, chacun fait avec son histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que je dois rebondir sur quelque chose que tu m'as dit. C'était quoi? Non, il y avait autre chose. Tu me disais... C'est l'histoire du Grand Paris peut-être, mais que moi, honnêtement, d'ici, je suis de loin. Mais et encore une fois, tu as dit dans le privé, or vous, c'est encore plus complexe parce que c'est l'histoire d'une école publique. Et que produit cette évolution urbaine? C'est quand même au cœur de toutes les discussions. Et là où c'est-à-dire cette question de la mixité, cette question de... l'appauvrissement au sens d'être encore un petit peu plus ghettoisé. Et ce que je trouve quand même très intéressant tout au long du film, c'est que y a une forme de colère. Par exemple, la colère des parents, c'est que quelque part, ils ne sont pas dupes non plus de tout ça. Les gens sont très conscients dans votre film de ce qui se passe. Et ça, je trouve aussi que c'est quand même assez intéressant. C'était important pour nous. Par exemple, Faiza Yen, qui joue Madame Nedjar, c'est un personnage qu'on avait depuis le début. C'est-à-dire qu'on voulait raconter une mère qui arrive d'Algérie et qui très vite a senti ce qui se passait, les codes, comment ça se passe, pourquoi en face ils ont ça. Et oui, il y a plein de parents qui sont... Mais c'est pour ça que c'est compliqué, cette question de l'éducation des enfants. On se dit c'est censé toucher beaucoup de gens.
parce qu'on veut le meilleur. Et qu'est-ce que c'est le meilleur? Après, il y a des écoles de quartier où vraiment il n'y a pas de moyens, vu que. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'enseignants ici, ils le savent, mais pour les autres, tout ce qui est école maternelle, école élémentaire, le budget dépend de la mairie. Donc, dans les mairies où il n'y a pas d'argent, bon, ben, on sait que ça va être compliqué. Et après, il y a des écoles qui sont formidables, c'est pas ce qu'on dit, mais on veut le meilleur pour les enfants. Donc là, il y a un vrai enjeu moral, éthique, philosophique, d'amour. C'est compliqué ces questions-là. Mais si je précise, je vais au bout du raisonnement, c'est que, voilà, et au bout de la contradiction, une nouvelle complexité que vous pointez, c'est qu'ils sont en colère et tout à fait conscients, mais vous montrez bien aussi une tension entre l'intérêt. Enfin, quand elle dit, bon, vous vous occupez de votre école, moi je m'occupe de mes enfants, là, cette tension entre l'individualisme et le collectif et cette perte au niveau du collectif, alors que finalement, ça leur. Oui, j'allais employer des mots vulgaires, mais enfin, ils en ont gros sur la patate. Donc ils pourraient transformer ça, cette colère, ils pourraient la transformer de manière aller plus vers cette part du collectif et du politique. Et c'est ça aussi qui fait que c'est une comédie, mais douce amère, enfin, qui ne finit pas dans un happy end. C'est que, comme tu dis, les choses sont plus sont compliquées à arbitrer. Oui, un petit point sur la résistance ou la lutte de l'équipe. Parce que par rapport à l'inspection, par exemple, bon, elle a un blâme, elle a un 0 ou je sais pas quoi, et puis il n'y a pas de réaction. Donc ça, c'est un peu passé sous silence, parce qu'il y a des luttes, je pense, qui existent contre le système, contre l'inspection, enfin voilà. Non, c'était juste pour compléter ce que tu disais sur le personnage de Madame Najmar, qui c'est pas qu'une question, je trouve, d'individu et de collectif, c'est aussi, elle l'explique aussi comme ça, c'est une question de classe sociale, parce qu'elle dit quand même qu'elle est mère au foyer et que Zaya, elle est directrice d'école, et que même si c'est pas un écart social hyper grand, c'en est quand même déjà, et ça explique aussi l'espoir qu'on place dans l'école quand justement à un moment c'est la seule issue qu'on entrevoit. Donc forcément à ce moment-là, on a envie que cette école-là soit quand même la meilleure possible pour ses enfants. Monsieur, du coup, par rapport à la fin, oui, alors nous, on voulait déjà qu'elle se prenne ce blâme Elle se prend ça quand même dans la figure et donc le passage de Gilbert Melki vient... C'était important pour nous aussi que lui soit là et qu'il se prenne aussi cette violence-là, de ça n'a pas marché. Et en plus, après, oui, bien sûr, des fois, il y a des luttes, des fois, non. Mais je veux dire, s'il y a lutte, c'est un autre film, en fait. Là, on est à la fin. Nous, on voulait vraiment rester aussi sur ce truc assez pessimiste, quand même. On n'est pas du tout optimiste par rapport à ce que va être l'éducation nationale dans les années à venir. Après, où on est plus plein d'espoir et c'est toujours la même chose, en fait. C'est les gens qui sont encore là et qui tiennent le coup jusqu'à quand on ne sait pas. C'était ça qu'on voulait raconter. Après, si on part dans une lutte et tout, c'est une autre histoire. Est-ce que la lutte marcherait ou pas? C'est tout ça. Nous, on voulait vraiment rester avec cette émotion de fin d'année et du fait qu'ils allaient se retrouver ensemble pour la nouvelle année. Et désormais, ils sont ensemble, avec en plus d'autres façons de fonctionner dans l'école, et que cette équipe marche, quoi. Et maintenant, c'est des gens qui, je pense, resteront proches, quoi. La lutte, en tout cas, la réussite a été dans le collectif pour nous. Oui, juste, j'y pense, mais parce que ça me semble aussi assez intéressant, j'ai presque envie de dire les chassés-croisés dans les représentations, l'arrivée de Marion dans cette école, voir comment elle est observée, elle, venant de sa campagne, et ça lui est dit. Et bien sûr que bon, ça m'intéresse un peu, parce qu'en étant âge hindou, on ne peut pas exister sans effectivement tous les gens qui viennent nous voir et qui viennent de la ville, et évidemment, et en même temps on revendique effectivement de pouvoir faire ce qu'on fait, le faire ici. Je veux dire, le brassage que vous êtes et qu'on essaie d'instaurer au festival, il y a beaucoup, c'est un brassage entre urbains et ruraux, et entre autres, bon, j'extrapole un petit peu, mais vous êtes quand même assez attentif pour désigner ces a priori qui vont dans tous les sens, et qu'effectivement, si ici on ne se sent pas concerné par ce qui se passe à Aubervilliers et inversement, bon, voilà, est-ce qu'on fait société? Toujours les grandes phrases, mais enfin, c'est quand même ça un peu le symbole. Et ça, et vous le pointez bien comme il faut, et plusieurs fois, sans complaisance.
Bah, c'est là, tu vois, par exemple aussi le bobo, c'est quoi un bobo? Enfin, il y avait aussi tout, comment chacun se regarde, quoi. Oui, parce que tout à l'heure, quand tu disais des Parisiens qui viennent à Aubervilliers, ça va jusque-là. Enfin, c'est vraiment. Ouais, les Parisiens, ils ont. Ouais. On est Parisiens en plus maintenant, on habite à Paris. Mais ouais, les Parisiens qui arrivent à Aubervilliers, c'est pas pareil. T'arrives pas après, on rentre dans un truc de classe sociale en fait. L'école Jacques Prévert, nous aussi, ça nous parlait parce que là, il y a juste après-guerre, en 46, je crois, il y a un film d'Élie Lothar sur les paroles de Jacques Prévert qui s'appelle Gentils enfants d'Aubervilliers. Donc, c'est vraiment toute la naissance de l'éducation populaire. Parce que nous, on avait là l'ancien maire Charles Tillon d'après-guerre. Parce que c'est historiquement Aubervilliers, voilà, il y avait quand même avant Charles Tillon, le maire c'était Pierre Laval, c'est quand même le numéro 2 du gouvernement Pétain. Donc Charles Tillon est arrivé, il avait tout ce côté d'envie d'éducation politique. Voilà, mes enfants sont dans la misère, mais on va payer pour qu'ils aient les mêmes activités que les enfants des bourgeois. Donc il y avait tout ce côté-là où il y avait toute la naissance d'un truc et tout. Et donc là, il y a eu un film sur cette époque en 46 qui est fait qui s'appelle Aubervilliers. Et ça, pour nous déjà, c'est très fondateur déjà dans notre parcours cinématographique. Et c'est aussi ça, de dire cette société, comment on la représente, et même sur la question de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de fractures, mais dans des quartiers comme Aubervilliers, où déjà les gens, c'est très paupérisé, les parents sont au chômage, c'est quand même les quartiers où les jeunes sont le plus au chômage par rapport à la moyenne nationale. C'est très problématique. Et je me dis, si l'éducation nationale, parce que quand même, on dit éducation nationale, si l'éducation nationale n'est pas garant au moins d'un équilibre pour tous ces enfants, bah bien sûr que la fracture, on ne pourra jamais la réparer, parce que déjà, dès l'école, on fait que ces enfants ne se fréquentent pas. Et c'est pour moi très compliqué, parce que l'éducation populaire, eh ben, on l'a brisée. Elle persiste encore un peu dans quelques villes, mais elle n'existe plus trop. L'éducation parentale, avec des parents, que ce soit même dans les campagnes ou dans les villes, quand les gens, quand les agriculteurs sont poussés à bout et qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, comment voulez-vous qu'ils s'occupent de leurs enfants? Et quand on ne travaille pas, quand on n'est pas un modèle pour ces enfants, quand on vit dans des quartiers ou ailleurs, c'est très compliqué. Et pour moi, l'éducation nationale, c'est vraiment l'endroit garant où on doit préserver cette équité entre enfants, quoi. Et surtout, la France d'aujourd'hui, ce qu'elle est. C'est-à-dire, effectivement, quand on voit l'équipe de foot nationale et qu'on voit l'Assemblée nationale, il y a un problème. Et sûr, mais c'est justement, c'est Eric Cantona qui le disait très bien. C'est le sport, il n'y a pas de subjectivité dans le sport. C'est tu es bon, tu vas jouer. Et à partir du moment où la subjectivité intervient, et ben là, on fait un écrémage socio, ethnique, culturel, ce qu'on veut, mais il y a un problème. C'est pas normal. Et donc voilà, c'est juste comment je me parlais, c'est que nous, et moi, même mon moteur, même dans le cinéma, quand on a fait Rue des Cités, c'était tous les films que je voyais sur ces milieux populaires me dérangeaient énormément. J'ai l'impression d'aller au cinéma de me faire insulter sans cesse, en fait. Parce qu'on était dans la caricature en permanence. Et moi, vraiment, mon envie de faire du cinéma, c'est de dire, bon, on va essayer de filmer ces gens, mais dignement. C'est-à-dire, on ne va pas dire que c'est extraordinaire, c'est pas Disneyland non plus les quartiers, mais le mirabilisme, on enlève toute dignité quand on filme avec un certain mirabilisme certaines personnes. Alors moi, c'est mon histoire, c'est les quartiers et tout, mais je suis persuadé que quand certains cinéastes viennent filmer les agriculteurs ou les paysans, il y a comme beaucoup j'allais dire un mot plus vulgaire que toi, mais voilà, c'est toute cette subjectivité de cette bourgeoisie qui s'intéresse à des milieux populaires. C'est très délicat. Mais du coup, c'est vrai que moi, le moteur, c'est toujours de la représentation. Et à chaque fois, je me pose des questions. Je me suis beaucoup posé la question du personnage de Séïd. C'est le mec vraiment qui a grandi dans le quartier, il fait des fautes d'orthographe. Donc ça m'a beaucoup interrogé dans l'écriture. Et puis en fait, effectivement, le fait que ça passe sous comédie, on l'excuse un peu plus. Mais en réalité, je me dis, ouais, mais Séïd, c'est un vrai personnage qui a inspiré le rôle, et de dire, mais faut aussi le montrer. Et voilà, c'est toute cette complexité-là. Et la France est un pays très, très, très complexe. J'avais juste une petite curiosité. Dans le générique de fin, j'ai vu que le film était conçu, je ne sais plus le terme exact, dans une démarche éco-responsable. Je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire pour vous. Alors, officiellement ou officieusement? Les deux, s'il vous plaît. Non, en fait, en réalité, dans le cinéma aujourd'hui, effectivement, tout le monde toutes les sociétés, normalement, doivent faire attention maintenant à leur empreinte carbone.
Nous, c'est vrai que nos productrices sont très, très, très sensibles à ces questions-là. C'est-à-dire qu'elles gèrent 2 cinémas à Paris, c'est le Luxor et le Nouvel Odéon, ou même en termes de confiserie et autres, elles font attention à savoir d'où viennent les bonbons, les friandises qu'elles vendent. Elles sont vraiment dans cette démarche. Et nous, le film, elles ont commencé à initier ce truc-là effectivement, on fait énormément de gaspillage sur les plateaux, comment réduire son empreinte carbone à chaque fois, quoi. Et donc, du coup, bon, pour l'instant, ça reste, c'est pour ça que je dis officiellement, c'est qu'il y a une boîte qui s'est montée en association à Paris et qui se porte un peu garant, c'est eux qui délivrent un peu le label d'éco-responsable. Mais le mec qui s'est pointé pour nous raconter comment ça se passait, nous, on a Antoine Monod, notre chef-op, qui a une maison dans le Larzac. Quand il voyait le mec faire, il rigolait doucement. Il était en train de m'apprendre l'écologie. Ça va paraître toujours la même chose, ce regard de bourgeois qui vient vous apprendre « Ah ben tiens, il faut trier vos poubelles. » Oui, merci, ça fait 20 ans qu'on le fait. Mais du coup, voilà, c'est ces personnes-là qui donnent le label de éco-responsable. Mais il y a encore du boulot à faire. Moi, aujourd'hui, honnêtement, c'est des questions qui me... C'est-à-dire que sur tous les plateaux de tournage, il faut vraiment... Comme au même titre qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une personne responsable pour le harcèlement sexuel. C'est une référente qui est nommée en début de tournage. S'il y a un souci, il faut aller en parler à cette personne. Il faut quelqu'un qui gère que ça, mais vraiment que ça, que ce soit un poste vraiment dédié. C'est un nouveau poste à créer. Parce que voilà, après nous, c'était, il n'y avait pas de biscuits en vrac, on avait chacun notre gourde. Les décors, on essaie d'avoir au maximum des décors qui venaient de recyclage ou autre. C'est vraiment essayer de faire le moins de gaspillage possible. Voilà. Et donc, on a eu l'éco-prod au Festival de Cannes. On n'a pas eu la Palme d'Or, mais on a eu ce prix-là. Oui, juste une petite question. Quand vous parliez des Parisiens qui viennent s'installer à Aubervilliers, ces Parisiens, c'est qui? C'est des jeunes blancs, pas forcément riches. Sociologiquement, c'est qui? C'est certains amis à nous. Par exemple, Aubervilliers, c'est une commune donc, qui touche Paris. C'est la seule commune qui reste pas trop chère. Donc ça veut dire que c'est des gens qui viennent là parce que c'est moins cher qu'à Pantin. Mais ils arrivent quand même avec... alors ça dépend, hein, c'est une généralité, ça bien sûr, c'est un cliché, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est normal, après c'est un truc de classe sociale, c'est-à-dire qu'ils sont pas déclassés de Paris, mais ils n'arrivent pas à avoir plus grand, donc ils viennent à Aubervilliers. Mais quand ils arrivent à Aubervilliers, ils arrivent dans quelque chose de moins riche. Donc ils arrivent, ils ont un pouvoir d'achat plus important que ceux qui sont à Aubervilliers. Et après, ceux d'Aubervilliers, ils vont aller à... Bon voilà, c'est ce truc de poupée russe. Après, sociologiquement, il y a plein d'artistes qui se sont installés. Il y a des gens il y a des lofts. Il y a des endroits où il y a des grands lofts, par exemple. Donc, c'est flagrant, en fait, de voir un immeuble avec 3 lofts. Bon, clairement, c'est nouveau, ça, dans la configuration d'Aubervilliers. Voilà, et c'est d'autant plus flagrant que la ville s'est vraiment paupérisée depuis 20 ans, depuis 15 ans, je ne sais pas. Où vraiment, voilà, elle est rude là aujourd'hui. Donc c'est d'autant plus contrasté du coup. Le fossé, il est énorme. Je suis pas sûre que les gens se mélangent. En plus, j'ai pas l'impression. Après moi, j'y vis plus. Je sais pas. Il y a des gens ici des amis qui en parleraient mieux. Madani, tu veux dire quelque chose? Non. Je sais pas. Il fait pouce, je sais pas. Ah, il dit pouce. Oui, il y a pas trop de mélange. Après, là, c'est là qu'on rentre dans le jugement. C'est un jugement de valeur. Il y a des entre-soi qui font qu'il y a la Montessori là, qu'on achète dans le même quartier. Après, moi, j'ai une amie qui était notre cadreuse de nos films d'avant. Elle est venue tourner à Aubervilliers pour Rue des Cités. Elle s'y est installée, elle y est depuis 10 ans et elle fait plein de trucs. Elle vit dans la ville. Ses enfants vont à l'école, elle va à la piscine. Elle vit avec les Albert-Villariens. Mais je trouve qu'elle n'est pas représentative des gens. Et je parle d'Aubervilliers, je ne sais pas dans les autres villes comment ça se passe. Elle n'est pas représentative des gens qui s'installent, en fait, qui souvent sont près du métro pour le matin aller dans les écoles ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, en plus, Aubervilliers, la particularité, c'est que contrairement aux autres villes, Pantin, Montreuil et tout, c'est-à-dire que la classe moyenne n'a pas fui ces villes-là. Aubervilliers, la classe moyenne a vraiment, vraiment fui. C'est-à-dire que nous, par exemple, des gens de notre génération, donc ont eu le même parcours scolaire, on a plus ou moins partagé la même histoire sur la ville, ils ont tous quitté la ville. Il n'y a plus personne. Mais ils reviennent parce qu'ils sont attachés. Donc, ils viennent boire le café, ils viennent tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont encore leurs activités de loisirs à Aubervilliers et tout, mais par contre, ils n'y vivent plus, donc ils scolarisent plus leurs enfants. Donc à Aubervilliers, il y a vraiment, à un moment donné, de table rase, et c'est là que la ville s'est complètement paupérisée. Donc cette nouvelle population qui arrive,
en fait, eux vraiment veulent faire table rase, comme j'ai dit tout à l'heure. L'Aubervilliers, il y a comme de toutes les villes de la Sainte-Thierry, de toute façon, il y a un historique très très fort dans ces villes. Et donc, en fait, ces personnes qui viennent là ne s'intéressent pas du tout au passé de cette ville. En fait, ils voient de l'avant. Tant mieux, c'est bien, parce qu'il faut trouver le bon équilibre. Mais par contre, avec beaucoup de condescendance sur les gens qui sont là, quoi. Enfin, juste une anecdote. Moi, quand j'étais animateur socioculturel, à un moment donné, il y avait la piscine qui était en chantier et tout. Donc, je me suis arrêté, j'aurais pas dû, je me suis arrêté sur un passage piéton pour faire sortir mes enfants afin qu'ils aillent dans la piscine. Et donc là, il y avait une maman qui arrivait. Donc, en plus, on les reconnaît. Voilà, on les reconnaît. Et c'est des bobos en boubou. Voilà. Et du coup, cette dame-là arrive avec ses enfants. Je dis, excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Elle me dit, oui, mais là, vous prenez ma vie en otage. Je lui dis, non, mais en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'ils arrivent dans une ville où, en fait, ils le savent que c'est une ville très pauvre, mais en fait, ils veulent garder leurs avantages qu'ils avaient à Paris. Voilà. En gros, mais quand tu achètes, c'est un package, en fait. C'est pas à la carte, comme dirait Rachida Brakni. Je voulais vous dire que j'avais trouvé qu'avec ce film, vous aviez réussi à faire le pont entre toutes les questions qu'on vient d'aborder, les questions sociales, les questions de classe, etc., y compris la question de l'écologie, même si on aimerait bien des fois qu'elle soit plus développée. Enfin, on aimerait bien continuer l'histoire un peu avec les enfants et avec les instits, et que vous avez donc réussi à faire ce pont entre toutes ces questions-là et un film qui, moi, me semble grand public, parce que, voilà, comme on l'a dit, la forme de la comédie, etc. Et du coup, la question qu'on s'est posée à plusieurs hier après le film, c'est, je sais qu'il y a une enfant qui a vu le film, qui est votre fille, puisque vous lui avez demandé de ne pas le spoiler avant la séance, mais est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ont vu le film? Est-ce que vous l'avez aussi envisagé pour un public plus jeune, pas très jeune, mais peut-être plus jeune? Et si c'est déjà le cas, s'il y a déjà eu des visionnements, est-ce que vous avez eu des retours? Finalement, nous présents, il n'y a eu que Jindou et Cannes. Donc, on a juste éprouvé. Alors, Jindou, Cannes, je me souviens, il y avait pas mal d'ados. C'était des collégiens, des lycéens, et j'étais surprise. En fait, je trouve c'était pas des gens qu'on connaissait. Et donc, ils n'avaient rien à nous prouver, quoi. Et ils réagissaient beaucoup. Je me souviens quand Ingrid arrive dans le bureau, c'est elle qui a le bureau de la nouvelle école, mais et ils se sont emballés. Ils étaient hyper en colère et tout. Et je me suis dit, waouh, donc ça peut marcher sur les ados. Les enfants, je sais pas. Je sais que les enfants, je sais pas. Notre fille n'a pas été hyper loquace, je sais pas trop. Après, les ados, je pense que j'étais assez étonnée en fait que ça prenne. Est-ce qu'ils s'identifient à l'équipe des instits, je sais pas, ou au moment drôle, je sais pas. C'est difficile, hein. Moi, j'ai envie de te dire, j'espère que les gens iront en famille et que ça fera plein d'entrées, mais je sais pas. Bonjour. Les combats à l'heure actuelle, il y en a plusieurs, hein, bien évidemment. Il y a celui de l'éducation nationale, il y a celui des enseignants, il y a celui du recrutement des enseignants. On pourrait comme ça y passer l'après-midi, la fin d'après-midi en les nommant. Mais si vous aviez envie de venir un peu, de vous délocaliser, venir dans le Lot, vous pourriez éventuellement, vous pourriez aussi parler des problèmes dans l'école, du combat pour pouvoir garder les écoles, qui pourrait être en parallèle de ce que vous avez traité dans votre film, de garder les écoles dans les petits villages, hein. Alors, il y a eu des combats comme ça, hein, qui ont commencé il y a quelques années. On était obligé de faire des choix parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enfants. Donc, on faisait venir des enfants pour que voilà, ça c'est un combat aussi que vous pourriez traiter si vous aviez envie un peu de campagne. De venir chez nous. On a déjà le sujet, on va venir dans le... voilà. Et puis, je mettrais ça en parallèle aussi avec le combat qu'il y a pour l'ouverture, voilà, pour la fermeture des maternités, par exemple, hein, dans les campagnes, etc. Donc ça, c'est un combat de toujours. J'ai l'impression que la société régresse, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou au niveau de la santé. Et je ne sais pas vers où on va, mais c'est tant mieux qu'il y ait encore des personnes comme vous qui aient envie de traiter ces sujets, de se battre, et qui y ait dans
tous les métiers, enfin, y compris dans l'éducation nationale, des gens qui veulent essayer de faire autre chose, de faire mieux et de penser aux enfants. Parce que bon, je suis dans une génération, je suis en 53, et la problématique de l'école, c'était de savoir lire, écrire, compter, d'aller au plus loin. C'était pas de savoir si notre école, elle allait rester, si on avait, s'il fallait, si les parents devaient choisir entre l'école où j'étais moi ou alors l'école du quartier d'à côté. J'avais pas cette problématique et on a l'impression qu'on a changé de siècle, c'est vrai. Et on n'est plus du tout dans le même cadre et c'est une triste réalité. Vous mettez le doigt dessus, c'est bien parce que de toute façon, ça va peut-être permettre que les combats continuent. C'est simplement la réflexion que je voulais faire. Mais n'hésitez pas, hein, pour le prochain sujet, de traiter le sujet de l'école à la campagne et du maintien des écoles dans les communes rurales. Merci. Oui, alors juste pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que ce film pourrait être vu par de très jeunes enfants? Bon, je vais vous dire ce qui s'est passé hier soir. J'ai amené ma petite fille, elle a 6 ans. Et donc, c'était pas prévu, je ne savais pas quoi trop en faire. On l'a installée dans l'herbe et tout. Et à la fin, elle m'a dit, textuellement, hein, elle m'a dit, Mamie, ce film, je l'ai apprécié. Parce que, et pourquoi? Écoute, dans cette école, il y a des poules, il y a des moutons, c'est super. Voilà, c'est tout. Et je sais pas, je vois 3 de nos bénévoles là au premier rang là, peut-être qui pourraient témoigner de plus jeunes gens sur. Ou alors là, voilà, très bien. C'était pour dire que j'avais trouvé l'introduction de Luc et sa famille très intéressante. Je trouve que ça fait un point genre émotion. Je trouve que ça fait une grande branche parce que du coup il y a le côté comédie, côté genre un peu de drame avec le suicide de son père. Et voilà, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et voilà, c'était pour dire que voilà, je trouvais ça super. Merci. Non, mais juste pour dire que j'ai parlé avec d'autres bénévoles de mon âge et tout, et on a vraiment apprécié le film en général, pour tout, pour les images, pour l'histoire, l'humour, et en même temps, ça veut dire qu'il y a plein de choses derrière. Donc ouais, en tout cas pour mon âge, on a beaucoup apprécié. Ouais. Merci. Et juste pour revenir à ce que la dame a dit juste avant, vous savez qu'à Paris, il y a des écoles fermes aussi. Apparemment, parce que justement, comme les familles ne peuvent plus se loger, comme il y a énormément d'appartements Airbnb, en fait, il y a des quartiers où il n'y a plus d'enfants complètement. Et donc, du coup, ils recentrent les enfants. Nous, par exemple, dans notre maternelle, donc, qui est une école publique, il y a 5 ans, il y avait 6 classes. Aujourd'hui, il y en a 4 et ils essaient d'en mettre 3 maintenant, quoi. Donc, effectivement, cette histoire d'école qui ferme, même dans la capitale, malheureusement, ça arrive. Une petite question de détail. Les moutons, là, est-ce que j'ai cru reconnaître un projet ou une amie qui fait ça à Saint-Denis, de berger qui promène ses moutons pour tondre. Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Julie? Julie? Oui. Voilà. Oui, je crois que c'est elle. Elle fait, donc elle les fait brouter un peu partout. Alors c'est la régie qui s'est occupée, mais parce qu'ils sont 2 à le faire, je crois. Oui. En Seine-Saint-Denis, mais si, c'était Julie. Bon, très bien. C'est un peu curiosité, mais je suis content que ça soit. Ouais, les emmène dans le peu d'endroits où il y a de la verdure, mais il y en a quand même. Donc il y a le parc de la Courneuve. J'ai cru entendre que de faire une comédie, c'était parfois beaucoup plus difficile que de faire un film dramatique. Je ne sais pas si vous qualifiez d'ailleurs votre œuvre de comédie. Je suis abonné à un cinéma d'art et essai dans ma ville et je suis consterné quand je regarde le programme. J'ai l'impression qu'il y a plus de 80% de drame et je m'interroge sur pourquoi ce paysage, hein. Donc je voulais vous dire 1000 merci de nous avoir fait rire dans un monde qui n'est pas toujours très drôle. Je crois que vous pouvez en être très fiers. C'est beaucoup plus difficile, je pense, de faire rire les gens que de les faire pleurer. Voilà. Donc, merci 1000 fois. Merci à vous, merci beaucoup. Bonjour. Je
Je prends un peu la suite de la question et de la remarque très pertinente, bien sûr, sur la réalité des cinémas, ce qu'on appelle art et essai. Je reprendrai juste sur un point d'une personne dans la salle qui a parlé de grand public. J'aimerais avoir votre point de vue, le plus neutre sans doute, pour pas trop vous engager, entre ce qu'on appelle le public et le grand public. Votre film, il est pour le grand public, pour le public tout simplement. C'est une problématique de réalisateur ou de réalisatrice que j'aimerais avoir par rapport à cette très grande difficulté de la césure qui est liée au multiplex, hein, parce que là, c'est aussi un problème de support idéologique et économique. Mais vous, en tant que créateur, créatrice, j'aimerais avoir votre réponse toute simple. Hein. Qu'est-ce que le public? Qu'est-ce que le grand public? Enfin, excuse-moi. En tout cas, c'est des questions, on a dû en parler beaucoup avec la distribution, parce que je pense que, en tout cas, dans la façon dont on essaie d'amener de l'humour, les premières réactions des gens qui allaient programmer le film, c'était « ouais, mais on ne sait pas où se mettre, en fait. On ne sait pas si c'est une grande comédie grand public, donc les tuches, du cobu, etc., ou si c'est pas non plus un drame social, mais c'est un peu quand même, on traite de la société, quoi, donc plutôt à réessai. » Bon, et en fait, on dit « bah ouais, mais nous, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est notre ton. » Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire, mais c'est hyper compliqué. Donc, en fait, il fallait les rassurer. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est que nous, par exemple, bon, on aime évidemment les comédies italiennes nous font rêver, les Dino Risi, etc. Enfin, c'est un peu l'objectif à atteindre. Je veux dire, c'est tellement fabuleux. Mais par exemple, aujourd'hui, il fallait leur donner un exemple. Par exemple, ils disaient Toledano et Nakash. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, enfin, Kim aussi, je pense pas trop m'avancer. On aime ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont commencé leur premier film sur les colos, c'était vraiment très drôle. Enfin, moi, je m'y retrouvais complètement. Et donc, en fait, dans cette nébuleuse d'étiquettes, c'est presque... c'est-à-dire que pour le milieu RSA, on a l'impression que comédie, c'est un gros mot. Alors que, je veux dire, dans la tradition française, dans le cinéma français, la comédie, elle a un grand C, elle est noble, elle est intelligente, il y a eu des choses formidables. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on a l'impression que du coup, celle qu'on appelle grand public, c'est humour parfois potache, qui sont là pour on mange du popcorn et on les regarde et on réfléchit pas des masses. Bon, après, je pense qu'on peut aimer plein de choses différentes, mais du coup, c'est ceux qui vendent qui ont besoin de ces étiquettes-là. Nous, en tant que auteur, je pense qu'on essaie de pas réfléchir à ça. Et même si là, on nous a posé des questions, on se dit qu'il faut être clair sur le registre. Est-ce que c'est quand même, on veut aller vers quelque chose de drôle ou est-ce qu'on va être dans un truc très difficile? Mais après, ces questions-là, pendant la création, j'ai pas envie de me les poser, quoi, parce que sinon, on rentre dans un truc qui est hyper compliqué. En tout cas, nous, évidemment, en tout cas, dans ce qu'on ressent, c'est qu'on a envie, alors ça va être vraiment plat ce que je vais dire, mais qui parle au public et qu'on soit dans un humour et dans des choses qui aient des répercussions et que les gens ressentent des choses. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose pour que ce soit vu et que voilà, mais on se met pas dans des contraintes qui répondraient au marché. Après, c'est vrai que quand, à titre personnel, quand j'écris ou quand je veux faire un film, ça demande tellement d'énergie. Ouais, j'ai envie qu'il soit vu par le plus grand nombre. Alors, je ne sais pas si ça c'est beaucoup de public ou si c'est le grand public. Mais après, tout ça, c'est des histoires ensuite de marketing qu'on découvre, nous. En fait, on avait fait un long rue des Cités avec une petite distrib. Là, c'est la première fois en réalité qu'on se confronte maintenant à comment exploiter le film en salle. Et c'est là qu'on voit un peu qu'on comprend un peu ce microcosme du cinéma français sur effectivement... Parce que là, pour eux, c'est un produit, c'est comment le placer. Parce qu'on a eu des discussions où il y avait des aberrations quand même. En gros, maintenant, il faut choisir son public. C'est soit un public qui rigole, soit un public qui réfléchit. En gros, si vous allez regarder Les Tuches, vous ne pouvez pas aller voir Veracetacool. Ça, pour eux, ce n'est pas dans leur logiciel, quoi. Et c'est très compliqué, en fait. Et sachant que j'ai l'impression que ce que tu viens de dire se pose déjà à vous, en tant qu'auteur, à l'étape du scénario, à toutes les étapes, il y a cette pression un petit peu qui vient des financeurs. J'ai l'impression il faut absolument se positionner dans un. Non, c'est vraiment la distribution. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'écriture, en fait, chaque partenaire financier a sa méthode de lecture sur le projet.
C'est-à-dire que France 2, quand ils viennent sur le film, ils pensent au public France 2. Quand Canal vient sur le film, ils pensent au public Canal. Donc là, en plus, on sait que c'est des partenaires, donc on est vraiment dans la fabrication et tout. Et en plus, ça reste très abstrait, en fait, parce qu'ils viennent sur le scénario. Donc ils viennent sur de l'écrit. Ils viennent pas sur un film, en fait. Ils viennent sur un projet de film. Et en réalité, donc, on a une liberté. Enfin, nous, on n'a pas eu, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des contraintes ou faire des choix ou imposer même une durée ou autre. Mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est très abstrait. On parle que sur des scénarios, on parle de casting. Par exemple, effectivement, France 2, quand elle a validé le scénario, c'était Pio Marmaille qui devait faire Michael. Et quand elle est venue voir le film, elle est venue voir Raphaël, mais elle connaît les aléas de la production d'un film. Et donc, du coup, par contre, quand le film est fini, où là, on a vraiment l'objet, ben là, c'est concret. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, c'est vraiment à l'étape de la distribution où la question se pose. Parce que, voilà, ils connaissent les exploitants. Bah, d'ailleurs, j'ai vu que des fois, ils en boycottaient certains parce qu'ils estimaient qu'ils n'allaient pas faire tant d'entrées. Après, c'est toutes des stratégies, honnêtement, de sortie. Là, on va faire une tournée d'avant-première en septembre. Ben, on va aller dans des villes. Nous, on a proposé d'autres villes parce que voilà, on a une histoire avec certaines villes. Parce qu'on a une histoire avec la ville de Clermont-Ferrand. Parce que voilà, on a bénéficié d'une résidence d'écriture pendant 1 mois chez eux. On tient à les présenter le film là-bas. Et ben, notre distributeur, par contre, c'est pas Clermont-Ferrand, c'est pas dans ses radars. Donc c'est à nous d'insister. Et parce qu'on connaît aussi les interlocuteurs sur place. Donc après, honnêtement, ça c'est un truc qui nous dépasse complètement. Mais par contre, on y jette un œil. Alors moi, je voulais revenir parce que bon, moi, ça m'a beaucoup ému l'épisode du petit Luc. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je me dis, ben, finalement, l'éducation nationale se préoccupe de la santé des enfants, puisqu'il lui a été proposé tout de suite, enfin à la maman tout au moins, de l'envoyer chez un psy. Donc, est-ce que cette aide-là est apportée dans tous les cas, dans toutes les catégories d'écoles? Peut-être, mais je pense que c'est à prendre en compte aussi. C'est l'avantage. Après, c'est de l'argent, les psys. Donc, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que moi, j'avais une amie directrice à Paris qui avait 2 psys dans le 9e. Elle ne savait pas quoi en faire parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Tout allait bien. Et alors qu'en Seine-Saint-Denis, c'est des psys qui vont tourner sur je ne sais combien d'écoles et qui n'auront pas le temps, malheureusement, d'être auprès de l'enfant qui ne va pas bien. Et du coup, ça peut mettre du temps. Donc là, c'est les moyens encore. On retombe sur les mêmes problématiques, en fait. Il y a moins de psys. Oui, juste en vous écoutant tout à l'heure sur la manière de déterminer, de nommer le type de cinéma que vous avez proposé hier, moi, ce qui m'est venu, c'est la notion de fable. En fait, j'ai vu votre film comme une fable. Et quand on parle de la fable, il y a toujours cette notion de valeur ou de morale de ce qu'on veut défendre avec ce qu'on amène. Et j'ai trouvé que vos personnages, notamment dans la scène du restaurant à la fin, bah voilà, ils viennent tous de régions différentes. Et cette notion de ruralité ou d'urbain qu'on pouvait amener à la notion de nature et culture, au lieu de les opposer, en fait, ils vont chacun s'entendre et coopérer. Donc je trouve que dans votre film, si c'est pour moi comme une fable, cette notion de coopération en fait qui ressort. Et par rapport à ce qu'on vit, où le service public peut disparaître et là est mis presque en opposition, puisque 2 écoles publiques vont se confronter. Mais en fait, c'est voilà, cette histoire de coopération où dans la difficulté, chacun va en fait rencontrer l'autre et trouver ce qui peut exister dans un choix qui est fait. Et c'est plus seulement une question d'entre-soi, ce que vous ameniez tout à l'heure, parce que chacun avec ses différences en fait va trouver ce qui est commun. Et ce qui est commun en fait, c'est le vrai. Je pense que le personnage de ce petit garçon qu'elle vient de citer, qui ne parle plus, parce que voilà, son père n'est plus. Mais en fait, cet enfant, pour dire, il faut qu'il soit dans la réaction. Et le moment où on veut enlever les poules, où il y a quelque chose de tactile et d'affectif, là, il est en réaction, parce que c'est lié à un éprouvé de son corps. Et c'est ce que tout votre film montre. Et je pense que cette scène du repas où ils sont dans du partage hédoniste, et voilà, et Melki veut aller chercher du vin, voilà, parce qu'il manque le vin, alors que c'est dans un resto indien, l'autre parle indien, etc. Dans tous les cas, sur ce melting pot, ce qui va tous les réunir à un moment donné, c'est l'éprouvé du corps, le sensible. Voilà. C'est mon intervention. Merci. Et je trouve que c'est pas mal pour finir sur le film. Moi, je n'ai juste qu'à rajouter, parlez-en du film autour de vous, parce que c'est dur pour les salles de cinéma.
c'est donc dur par définition pour les réals, pour les auteurs, et donc ça passe aussi beaucoup par vous, parce que nous on est convaincus que si les spectateurs arrivent dans la salle, se posent dans leur fauteuil, le film il va faire son travail. Il n'y a pas de problème. L'enjeu, c'est effectivement d'en parler, de le faire savoir, parce que effectivement la conjoncture n'est pas facile, n'est pas simple. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à vous.